c'est qu'il y a des amis qui m'ont dit « Avant de partir, Marcel, tu as eu une vie un peu particulière que personne n'a eue. On voudrait que tu nous laisses un souvenir de ce que tu as vécu. » Ah, c'est ça que je fais. Alors, c'est ma voix, c'est pas une voix d'intelligence artificielle, là, j'en ai pas. Quelques mots pour dire que je viens d'une famille assez pauvre, puis j'ai eu des modèles, mes parents qui recevaient ils s'occupaient des jeunes en difficulté, souvent des travailleurs, puis je me rappelle que sur le boulevard Saint-Laurent, ils mettaient de l'argent dans un chapeau, puis j'allais chez Trépanier chercher des cigarettes puis de la liqueur, ils mettaient ça dans un chapeau, puis tant qu'il y en avait, ils buvaient des cigarettes, ils fumaient des cigarettes, et puis c'était des pauvres. Après ça, il n'y avait plus rien. J'ai un beau modèle. Ils ont hébergé des gens, ils ont aidé des gens. Puis ma première expérience de travail, ça a été un contact avec la misère humaine la plus de détresse là, sur le marché Ottawa. Alors, avec tout ce qui se passait là. Alors, j'ai eu une bonne préparation. J'ai fait un bac S.A. à l'Université d'Ottawa. Puis mon ami Roch Bessner, qui était prêtre, cherchait d'ouvrage. J'ai dit, tu vas aller voir Roch Parisien, directeur du service social de l'Outaouais, pour te trouver du travail. Roch Parisien disait, on veut ouvrir une filiale à Fort-Coulonge, à Cambourse Bay. Il n'y a personne qui veut y aller. Mais je vais y aller, moi. Elle dit, OK, tu t'engages pour 2 ans. Je suis correct, je ne savais même pas où c'était. Alors, on a commencé le 8 septembre 1970. Les locaux où on était, c'était au sol du palais de justice, c'était désuet. L'hiver, là, c'était des vitres coulissantes. Je mettais des Kleenex d'un crack parce qu'il neigeait sur la secrétaire. Puis mon premier bureau, c'était une cellule, 2 cellules de détenus, puis le bureau du gardien qui avait une mesure pour mesurer les détenus sur le mur. Ça a été bien drôle, ça a commencé comme ça. Alors, je suis arrivé là, le 8 septembre. J'avais 13 villages. Cambourse Bay au nord, plutôt. Jusqu'à Rapide des Joachins et jusqu'à Sarah de la Picanoc, puis sur le chemin de Casabazouga. 13 villages. C'était la pauvreté épouvantable, le pire coin du Québec. Et mon baptême s'est fait, ça n'a pas été long. 8 septembre, j'arrive. Le 11 novembre, il y a un policier qui arrive chez nous. Il dit, il faut que tu viennes avec moi à Couillon, même si c'était pas mon secteur. Le travailleur social était parti. On a 14 enfants abandonnés. On n'avait pas de service de foyer nourricier, il n'y avait rien. On arrive là, si tu avais vu la détresse. C'était devant le salon funéraire Ring Rose, c'était au mois de novembre, il mouillait à boire de bout. C'était des vieilles maisons, une vieille maison à 2 côtés, de style victorien. Et puis, on rentre dans la première partie, il n'habitait pas là, mais il y avait 2 escaliers. 3 enfants étaient incontinents, dont quelqu'un de 9 ans achetait ça à partir du 2e, c'était plein jusqu'au 2e. Ça puait. Le frigidaire ne boirait plus, il y avait des restes de citrouille moussée, puis un matelas qui était sur le mur, puis on a compris que c'est parce qu'il y avait un feu, puis il gardait le froid de l'extérieur. Puis je suis jamais été capable de voir qu'est-ce qu'il avait mangé. Puis il y avait du linge juste pilé jusqu'au plafond, puis il y avait un moulin à l'avant autour de ça. La mère était partie avec quelqu'un, était enceinte de son 15e, puis le père était parti. Ça fait que, bon, puis j'étais allé au 2e étage, il couchait 14 dans 4 lits, imbibé d'urine. Puis il y avait une porte de bois qui était à côté d'un lit, à côté sur le mur. J'ai ôté ça, j'ai mis ma main, puis le mur est tombé dehors. Bon, puis il y avait une toilette dans le coin, là, puis c'était comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a aucune ressource. Il faut faire de quoi? Le maire était un unilingue anglais protestant. Ils dit, on va aller voir le curé. Je ne l'ai pas aimé. Clac! Un Allemand raciste au dernier degré, qui ne parlait pas français. Moi, j'ai jamais été église de ma vie, j'avais avoir 25 ans, mais j'avais de la foi. Tu sais, ces familles canadiennes françaises-là, là, c'est toutes nombreux, puis c'est toutes pauvres. Personne ne les veut, placez-les en dehors du village. Le maire, il dit, monsieur le curé, on ne peut pas faire ça, là. S'il faut, on va ouvrir le garage municipal, puis on va mettre des lits de camp, mais il ne peut pas rester là. Mais on ne le savait pas, sur les 14, il y en avait 3 qui étaient morts dans des accidents d'hiver autour de la maison. Ça fait que là, on est sorti. Puis là, tout d'un coup, j'aperçois qu'il y avait une salle communautaire. Bingo! Y a-tu de quoi pour catholique de bingo? Mais je vais aller là, Marcel. Hey, en 70, là, à Couillon,
un gars de la Sûreté du Québec qui rentre en uniforme à la salle de bingo, puis un jeune étrange avec des cheveux longs et une veste de cuir, là, laisse-moi te le dire, là, ils ont figé. J'ai dit, vous parlez de la charité dans le dimanche, là? Je vous demande de le mettre en pratique aujourd'hui. Ils sont 14, ils ont des bébites, ils ont des bobos, ils sont malades, vous les connaissez, ils sont pauvres. On n'a pas de place. Bien, il y avait 20 mains de levées. Il y en a qui ont dit, on va aller chercher les nôtres. D'autres, ils ont dit, emmenez-nous d'où ici. Dramatique, dramatique. Là, il arrivait à la maison pour prendre lequel il était à moi, lequel tu veux. Là, je pigeais dans la pile de neige de piste, là, puis je les enveloppais, puis ils partaient avec. Puis les autres, on les a amenés à une salle de bingo, c'était épouvantable. Le mot de broyant. Le mot de broyant. On se posait un petit au-dessus de la table, puis le lendemain, ben là, il fallait essayer de retracer ça, là. Parce qu'il fallait évaluer des foyers nourriciers. Puis il y en a là-dedans qui n'étaient pas aptes. Alors, c'était ça, la première expérience de ma vie à Poitiers. Ça a été mon baptême, hein? Laisse-moi te le dire, on n'oublie pas ça. Mais, c'est en vrac ce que je vous donne. Je découvrais des gens. Je ne savais pas. Alors, on trouvait toutes sortes d'affaires. J'ai vu des affaires épouvantables. Alors, j'ai essayé, à un moment donné, Mireille Gervais, de l'unité sanitaire, vient me voir. Elle dit, Marcel, c'est épouvantable le matin, là. Gordon, là, sur le chemin de Otter Lake, là, elle dit, c'est un taudis épouvantable. Elle dit, c'est sur 5 enfants, il y en a 3 qui font 105 de fièvre. Faut les sortir de là. Elle m'en va là, c'était un taudis épouvantable. Puis il y avait une gaulée, là. Puis je traversais de l'autre bord, puis il y avait une vieille maison de pièce sur pièce. Sa vieille mère de 97 ans était couchée dans un lit. Ça fait des années, il allait là pour la nourrir, puis elle restait là toute seule. Puis à un moment donné, j'étais allé là avec Jean-Maurice Bertrand, un homme extraordinaire qui donne ma chambre. On est descendu dans la gaulée. Il y avait des traces, des vaches qui faisaient des traces dans de l'eau, là. On a mis nos pieds là-dedans, puis on a rentré des chaudières d'eau pour la femme pour faire son lavage. Il y avait des excréments séchés sur le plancher. C'était d'une pauvreté épouvantable. Puis j'ai dit, elle s'appelait Violet. Je dis, Violet, quel âge tu as tes enfants? Ben, elle dit, je le sais pas. Ben, j'ai dit, à quel âge? Ben, elle dit, je sais pas, il doit avoir 5 ans. Ben, elle dit, non, il doit avoir 7 ans, il va à l'école. Puis là, j'ai dit à Gordon, on va être obligé de vous ôter vos enfants. Ils ne peuvent plus rester dans la maison. C'est trop dangereux. Mais j'ai dit, je ne veux pas faire ça. Il faut trouver une autre maison. Il a emprunté une motoneige d'un de ses chums, puis on est parti d'une tempête de neige des montagnes pour voir une maison abandonnée, mais elle était pire que la leur. Bien, il a réussi à bâtir une petite shack. Il a creusé la cave à pelle avec sa femme, puis il a bâti une petite shack. 3 petites chambres à coucher, un immense salon qui n'a jamais eu de titre de salon. Puis on était capable de leur laisser leur famille. Quelle merveille! Quelle merveille! À Otter Lake, je revenais de Pierre-Janet avec le vieux Frank Clouk. Il faisait de la drave, il est venu fou, il a pris le bois, il l'a trouvé 3 jours après, l'amené à Pierre-Janet. Là, je le ramenais à Otter Lake. Mais pas longtemps avant, j'avais commencé à aller voir une famille. Mabel puis Oswald. C'était à 5 milles du village. C'était un chemin de bois dans le temps de pour aller à Casabazois. C'est une route à vache. La Sûreté du Québec, ils ont dit, va pas là, là. Hier, on essayait d'y aller, mais l'eau a passé par-dessus le chemin. C'était au mois de mars, ça gèle. On a arraché notre muffler. Je me m'asseyais, il y a un bon lieu pour les ivrognes. J'y ai passé. Puis dans la montagne, le chemin avait été emporté. J'ai mis la première roue sur le bord de la montagne. J'ai chargé des grosses roches, puis j'ai réussi à passer. Quelle détresse! Elle avait 39 ans, elle avait 18 enfants. Puis c'est une vieille maison de pièces, aucun service. Et puis les murs étaient finis en carton. Et puis il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien. Elle avait accouché toute seule 3 mois avant. Puis ses enfants avaient été au village chercher de l'aide. Les Sœurs de Sainte-Marie, une communauté merveilleuse, ils gardaient 2 enfants par soir. Ils les lavaient, ils les nettoyaient, et puis ils les gardaient. La mère le savait. Alors j'essayais de lui trouver une maison. J'ai pas eu le temps. Je venais de Pierre-Janet avec M. Clouk. Puis j'arrive dans le village, un désastre épouvantable. Ils ont fermé l'école, tout le monde broyait. La mère était après faire boire le cheval au ruisseau. Elle a fait de la boucane. Elle est rentrée dans la maison.
On a trouvé le bébé civil comme ça. Puis les deux autres, un petit peu plus loin. 3 des enfants seront morts avec la mère. Évidemment, un drame épouvantable. Là, j'étais allé voir le curé, il venait de se bâtir un gros presbytère. Puis en arrière, il y avait une grosse golée, puis il y avait Mme Dubois que je voyais de l'autre bord, là, d'une petite maison, en papier brique. Puis quand j'étais là la première fois, elle avait autant de neige sur la chaise m'asseoir. Elle était malade des poumons. Puis elle descendait de la golée, puis elle montait l'eau pour faire ses lavages. J'ai dit au curé, c'est effrayant. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire avec la famille? Ben, j'ai dit, c'est dur de perdre toi, tes frères et sœurs, puis ta mère. On va demander au bien-être de payer une aide familiale. Puis on va lui trouver une maison pour que la famille reste ensemble. J'ai dit, il y a une maison ici, au bout du stationnement, là, elle est vide. Et je veux voir là. Hey, il n'avait pas trouvé le corps, là. Ben, j'ai dit, comment ça? Il dit, tu as déjà été là? J'ai dit, oui. Il dit, le cours est plein de vieux chars. Ils vont salir mon parking d'église. J'étais en état de choc. Fait que là, j'ai dit, vous allez faire avec, mais j'ai dit, on va trouver une aide familiale, etc. Faites attention que vous prenez, après tout, il est encore jeune. J'étais bouleversé parce que je venais d'apprendre là. Je suis descendu entre Campbellsby et Porto-Rique. Il y a des places, j'ai fait 100 000 à l'heure avec la Nova. Puis c'était dans la semaine sainte. Mon chum de curé de Campbellsby, qui s'appelait Basile Tanguay, il est en train d'entendre des confessions dans l'église. Je rentre dans le confessionnal, il ouvre la porte, je sors de là, tabarnak. Il n'a jamais entendu une confession comme ça. J'ai compté ça, il était bouleversé. Il dit, j'ai pas le droit d'y aller, c'est pas chez nous. Mais il va demander aux filles d'Isabelle tout de suite de sortir des couvertes de laine. Puis là, j'ai demandé aux sœurs de Sainte-Marie, c'est une communauté extraordinaire avec les pauvres. Pourriez-vous ramasser du linge dans votre sous-sol? Il restait là au bout de l'école, c'était 2 maisons. Ramasser des vêtements. Je les ai eus. Ils ont commencé un comptoir pour les vêtements qui a duré 20 ans. Laisse-moi te dire, c'était de la dignité qu'il y avait là-dedans. Puis là, ben, la maison coûtait 8 000. C'était cher en 70, là, 71. Fait que j'ai fait une quête à Radio anglophone d'Ottawa avec Lowell Green, qui était bien populaire. Ils ont ramassé 2500 pièces. La caisse avançait le reste de l'hypothèque. Si on payait le quart de la maison, 2000. 500 pièces, il restait de payer les frais d'avocat, de notaire, puis les meubles. La famille de ménager là, puis on restait là jusqu'à l'âge adulte. C'est merveilleux, cette affaire-là. Il y avait toutes sortes d'affaires qu'on ne voit pas ailleurs, là. À Fort-Coulonge, une femme était déficiente. Quand elle était menstruée, elle mettait une paire de pantalons de plus à chaque jour qu'elle était menstruée. Ça veut ça. J'allais voir une fille, une pauvre Frédéric Miotte. Elle était tout croche dans son lit d'arthrite. Puis le docteur Rabb, qui a été là toute sa vie, se déplaçait pas. Puis il n'a jamais appris un mot de français. Elle souffrait le martyre. L'armée a décidé d'envoyer un médecin une journée semaine dans le comté, le docteur Grenier. Je me suis rendu sur la base de Pitawawa. J'ai dit, il faut que vous alliez voir cette femme-là, monsieur. Il est allé. Elle a été soignée pour la première fois depuis des années, là. Et puis, il y en avait comme ça, Lana Turner, le nom d'une actrice bien spéciale aux États-Unis. La secrétaire Anne-Marie Dubois du Marcel a dit, « Je viens d'ici, là. Ça n'a pas de bon sens ce que tu écris. J'ai jamais vu ça, moi. » Ben, je dis, tu vas le voir. À un moment donné, je dis, ben, toi, tu t'en viens avec moi à Nicabrogne. C'est dans le bois, c'est en arrière de chapeau. Lana Turner avait un petit bébé de 8 mois. Mais pour une caisse de bière, des hommes rentraient là, puis ils couchaient avec, puis elle était déficiente, c'est pas de sa faute, là. Anne-Marie vient avec moi, j'y donne le bébé, elle était complètement bouleversée. On l'amène à l'hôpital, 8 mois, 8 livres et 11 onces. Elle dit, je vais toujours te croire à cette heure. Je ne pensais jamais de voir ça dans ma vie. Puis, il y avait une famille, Campbellsby, Ronnie. Il était 3 fils, mais il y en avait 20 plus que ça, il y en avait eu 12. La pauvre vieille, elle mesurait à peu près 4 pieds 6. Puis c'était d'une cabane épouvantable, dans l'eau, sur le bord de la rivière. Au printemps, ça inondait, puis ils mettaient des bio qui restaient dedans. Faisaient le besoin, puis ça s'en allait avec le courant. Puis elle avait 6-7 épaisseurs, là, parce qu'il faisait trop froid. Puis l'hiver,
Elle passait ses nuits d'hiver accroupie sur la chaise pour faire du bois. Alors, il y avait Dollar, moi je l'appelais Douleur, là. Lui, il était fou. Fait qu'il buvait, puis quand il était sous, il sortait, puis il restait à la lune. Là, le monde avait peur. Puis Joseph, là, il était fou. Il y avait des pantalons qui arrêtaient là. Il sortait dans le village, tout le monde le savait, qu'une brouette, puis il volait partout à la cour. Puis Ronnie, lui, ben, il suçait des petits gars. Puis ils l'ont trouvé mort, battu dans le coin d'Elmer. Le père il est mort aussi dans la rivière. Puis la pauvre vieille me disait, vous savez, quand j'étais jeune, monsieur, j'avais mes enfants, ça inondait. Elle dit, on s'en allait sur la côte d'une tante. Puis elle dit, une fois, j'ai ôté une grosse couleuvre dans le lit de mon petit bébé. On ne peut pas s'imaginer qu'on a vu ça, là. Et puis, je m'en occupais, j'allais là. Puis, quand il venait au bureau, Ronnie, les secrétaires se sauvaient en courant, ils ont dit, vas-y, le cœur nous lève. Va le voir, puis après ça, on va te changer, puis lâche-toi, c'est plus trop. Ça se fait. Il y avait 5 gros chiens dans la maison, puis les déchets de la rivière rentraient dans la maison tout le temps, là. Puis, les dernières fois que j'étais allé, il avait tout condamné les fenêtres avec des contreplaqués, puis il avait fait des trous avec des couteaux de poche. Puis Joseph aimait ça entendre des sirènes. Fait que le four et le feu dans la maison, puis ça a brûlé. Merveilleux, la pauvre vieille a reçu un bain pour la première fois dans des années, puis elle a été capable de rester au foyer. Le député provincial d'Enfantine, quand j'ai sorti des affaires dans les journaux, il dit, c'est pas vrai ça, là. Il a embauché des comédiens, puis il a créé des décors pour faire à croire que ça existait. Il les connaissait personnellement. C'était de même. Jean-Guy Larivière. Lorsqu'il m'a décidé, j'ai aidé une femme avec les sœurs. Les sœurs la gardaient toutes les nuits. La sœur restait assise au pied du lit, puis elle était dans le lit, elle fumait. De façon compulsive, elle s'était mis en feu 2 fois. Quand j'étais allé là, elle restait d'une cabane en bloc de cendre qu'elle appelle, là, d'à peu près 20 pieds par 12 pieds, pas d'isolant, là. Elle avait une lampe à l'huile qui faisait une patte avec son lit, puis elle restait là-dedans, il n'y avait rien, là. Elle faisait ses besoins d'une grosse 10 gallons, 15 gallons, puis là, la cave dépassait de 10 pieds, 12 pieds, elle jetait ça là. Ça avait tout pourri, ça avait tombé dans la cave. Je rentrais là sur le côté et marchais là-dedans, puis il y avait une porte de 5 pieds, puis son fils de 19 ans restait là. Puis sa fille de 18 ans, il manquait un bras, avec 4 enfants, puis elle restait d'une roulotte. C'était ça, là. C'était ça. Je m'en occupais. Puis à un moment donné, on l'a trouvé, elle était presque morte de froid, dans une cabane au mois d'octobre, elle avait couché là, accroupie. Des sœurs l'ont hébergée. Puis là, à un moment donné, il l'a emmené à Pierre-Jeanet. Pierre-Jeanet, Max Sénéchal, il dit, viens chercher. J'ai dit, elle n'a pas de place. Tu peux pas me l'envoyer. Il dit, il faut qu'elle s'en aille. Ben, je t'avertis, Marc. Si elle met le feu après elle, là, vous allez entendre parler de moi, vous autres, là. Quelque temps après, elle met le feu après elle. Elle n'est pas morte. Je descends à CKCH. Un petit journaliste bien fin, André Lavoie. J'y compte ça. J'ai dit, je veux que tu viennes prendre des photos et que tu fasses un article là-dessus. Oh ben, je vais emmener une caméra. Ben, tu as besoin d'emmener d'autres films si tu veux prendre de la pauvreté, là. Tu en as besoin, là. Il est pauvre gars. Il était tellement bouleversé. J'ai bouleversé ben du monde dans ma vie. Il a pris des photos. Il dit, j'ai 5 articles. Puis là, le scandale a éclaté. Quand ça a sorti, j'ai été obligé de remettre ma démission. Claude Larochelle, il dit, je vais écrire ta lettre de démission pour toi. J'ai dit non. Il y avait le responsable du SSAO, pas de la garder. Il dit non. Moi, je vais t'aider ici. Puis il dit, si t'es pas prêt à 4h30, glisse-le autour de ma porte. Puis ils m'ont bloqué partout, m'a trouvé une job après. Ça fait que j'ai été obligé de faire bien attention, c'était dangereux pour moi, là. Il y avait du monde qui était choqué, hein. J'ai fait ça. Finalement, j'ai perdu ma job, hein, en broyant, parce que j'étais jeune, j'avais peur. Puis à un moment donné, ils ont décidé d'ouvrir un projet pile à Faucoulonge. Projet d'initiative locale avec les pauvres. J'étais directeur. J'ai embauché 10 femmes. Puis à 10 femmes, il y avait eu 120 enfants. C'était du vrai monde, là. Et puis là-dedans, il y avait des femmes admirables. Estelle Bertrand, une pauvre elle-même, avait eu 10 enfants, veuve jeune, avait tiré le job par la queue toute sa vie, une femme admirable. Rita May, puis d'autres, là. Elles autres, ça devait être des aides familiales. Aller dans les maisons, rencontrer des femmes, les aider. Mais tu sais,
T'as pas d'eau, t'as pas de toilette, t'as pas d'électricité, là. Parler d'hygiène, c'est pas facile, là. Mais ils l'ont fait. Puis Estelle, elle dit, Marcel, ça n'avait pas de bon sens ce que tu disais. Mais elle dit, tu m'as envoyé là. Cette fille-là, t'as dans ma classe. Je pensais jamais voir une affaire de même. Je vais toujours te croire, puis je lâcherai jamais. Puis après ça, les avocats populaires pour leur aider à prendre la loi, puis se défendre. Mais il y a eu le gars du centre de main-d'œuvre, ce héros, là. Alors, j'ai dénoncé, puis ils m'ont mis dehors. Avec Margot Bélanger, un soir, on était assis sur le trottoir, dans le village. On broyait tous les deux. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je te compte pas tout, là. Ce que j'ai vu là, il y en avait partout de même, là. La famille, là, de Mme Fortin, il restait pas loin du village, puis il y avait 2 fils déficients. Puis il allait faire des marchés une fois par semaine, armé d'un gros gourdin, il avait peur du monde. Il vendait des bouteilles, puis il revenait. Puis j'ai emmené des sœurs travailler là, puis ils m'ont dit, elle dit, Marcel, j'ai été les voir, là. Elle dit, lui, il avait le droit de retirer sa pension, ça faisait 8 ans. Puis il avait un reçu. Il dit, non, mon chum l'a reçu, puis il est mort tout de suite après. Bien, ils ont réussi à aller chercher sa pension, puis ils ont bâti une maison. Mais pour te dire, il est allé là, dans le baignoire, il n'avait jamais eu ça. Il y avait des poids jusqu'au plafond, là. Ils n'ont jamais servi de ça, en tout cas. Puis cette pauvre femme-là est morte de faim. 1/4 du CLSC. Elle faisait 45 livres. Quand ils l'ont levé, de l'urine pissait au bout de même, là, puis ils n'ont pas pu retracer la dernière fois où elle avait mangé. C'était de même. J'ai été obligé de partir, j'ai pas eu le choix. Une fois, j'ai été parti du Pontiac, j'ai été appelé par l'émission de Radio-Canada, Femmes d'aujourd'hui. C'était Aline Desjardins qui animait ça à Montréal. Ça fait qu'il est arrivé le quart de reportage. Il voulait aller faire un reportage dans le Pontiac sur la pauvreté. OK? Mais là, c'était trop dangereux pour moi pour y aller à pied. Parce que j'avais déjà été attaqué d'un dépanneur, puis j'avais reçu une claque sur la gueule, puis on m'a jeté à terre, on voulait me battre. Ça me tentait pas. Ça fait que je suis allé avec les autres, je me suis caché dans le cadre de reportage, puis je les amenais aux endroits que je voulais, puis je leur disais, ben, c'est comme ça ici, le Shirley, là, à 18 enfants dans sa cabane, c'est une pièce, ça avait 20 cucs par 12, par 20, je sais pas trop. Puis je montrais son sentier qu'elle faisait l'hiver sur la glace. Elle creusait dans la glace, puis elle allait chercher son eau pour laver. Elle faisait ça. Pendant que son mari était au chantier, elle avait déjà 18 enfants. Alors, je les ai amenés, je leur ai montré des choses comme ça, puis évidemment, ils ont été très, très, très bouleversés, parce que ces gens-là, c'est assez rare qu'ils avaient dépassé le West Island, là. Les autres, là, c'était des intellos, là, de Montréal, puis ben là, je leur ai montré du vrai monde. Ils ont été très bouleversés. Et puis, on a fait le tour du Pontiac comme ça. Et semble-t-il, j'ai pas été là pour le vérifier, ça aurait été considéré comme la meilleure émission de l'année. En avril 1974. Je suis revenu en ville. Mais j'ai rencontré des communautés religieuses. Puis une communauté religieuse, j'avais emmené là. Puis il avait dit, il y avait Arthur Bélair, Raphaël puis Lucienne, 32 ans qu'à la veille, il en avait 64. Puis il était d'une pauvreté épouvantable. Il restait d'un taudis épouvantable avec un gros trou dans le plancher. Puis le petit bébé se promenait autour de ça, réel. Puis le gars du bien-être, c'était un gars de la ville, là. Il klaxonnait qu'il vienne chercher, signer qu'il peut avoir son chèque de bien-être, son X, puis il s'est fait voler. Fait que, fallait se rendre là. Je me rendais, moi, il n'y avait pas de quoi. Moi, j'étais un gars de terrain, là. Puis, j'ai aimé. Il était, Marcel, tabarnak. Je travaillais assez fort que j'avais de l'hébreu autour de mes bartelles, pareil comme un vieux joual. Puis, j'ai été opéré pour la appendicite. Puis, j'avais des ulcères d'estomac. On va loin, là. Ça fait que, comme le vieux Lavoie, il avait passé l'hiver dans une tente avec son cheval sur la Rivière-Noire. Ça fait comme ça, là. J'étais arrivé et puis les sœurs m'ont dit, quand ils sont venus là, ils ont dit, on était très touchés parce qu'on a vu, là. On a révisé nos constitutions, on a beaucoup d'argent, puis on va avoir des poteaux comme toi pour nous aider, pour aider ces gens-là. Ben, je ne me connaissais pas. Inquiète-toi pas, on sait t'es qui. Puis là, ben, on serait prêt à donner des sommes substantielles.
Mais si c'est la sœur portière qui dit ça, elle n'a jamais vu 10 piastres de sa vie. 10 piastres, c'est une fortune. Non, non, c'était pas ça. Les autres, là, Arthur, Raphaël, puis Lucienne, là, on leur achèterait une maison. Oh! Quand tu rêves, si j'étais millionnaire, je pourrais aider ces gens-là. Ça s'est réalisé. J'avais rencontré une autre communauté. Les franciscaines missionnaires de Marie. Suzanne Labelle, la fille du juge Labelle, elle m'avait emmené à l'île d'Orléans parce qu'elle n'était pas rentrée dans la communauté dans 2 semaines. J'ai rencontré Dolores Gauvin. Elle avait des beaux yeux bleu ciel, j'avais dit. Puis j'ai dit, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin que vous ouvriez une maison là-bas, là. Il y a des pauvres, là, c'est effrayant. Ah, ben, on va prier le Seigneur, puis l'Esprit Saint va nous aider. J'ai dit, ça, c'est une réponse de sœur. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de vous autres. Ben, mon gars, pas longtemps après, je reçois un téléphone, il était salut Preslin, Gertrude Clark et moi, l'année passée à 105 ans. On voudrait aller visiter là-bas pour voir. Je dis, vous n'avez pas fini, vous autres. J'ai dit rentrer dans des pires taudis qu'il y avait là. Puis les sœurs étaient à Capine, hein? C'est le Ronnie, là, il y a un gros chat qui a sauté au-dessus de la sœur à Rosette de mourir. Ils ont été bouleversés. En revenant, Gertrude Clark a dit, Gertrude, te rappelles-tu? Quand on est revenu au couvent, là, j'ai dit, t'as quasiment sauté 5 marches. Parlez-moi pas! Faut arrêter de rire. Je ne veux pas rien oublier. Puis ils ont décidé d'ouvrir une maison. Je les ai amenés, on a cherché une maison, je les ai amenés voir le curé, voir quelqu'un à l'école, des femmes admirables. Et Marie Massé, là, elle était bâtie comme une armoire à glace, ça avait l'air d'une glacière. Puis elle avait travaillé 35 ans comme missionnaire en Chine. Laisse-moi te dire, elle n'avait pas peur de grand-chose, hein? Elle venait à son épreuve. Il y avait un gars dans le village, là, où on était allé, il avait 8 enfants. Puis il ne pouvait plus se réveiller, il était malade des poumons. Puis la cabane d'où il restait, il y avait des fenêtres, il y avait des chambres à coucher, il n'y avait pas de fenêtres, il n'y avait rien, c'était effrayant. Puis là, j'ai eu de l'argent de l'autre communauté pour aider à réparer la maison. Bien, on n'avait pas d'argent pour payer. Elle apprend qu'il y a un gars qui est menuisier dans le village. Puis elle dit, comment je le rejoins? Ils ont dit, tous les jours à 2 heures, il prend sa bière à l'hôtel Labine. Marie Massé, la sœur à Capine, elle rentre dans l'hôtel Labine à Fort-Coulonge en 74, là. Ça, c'est l'équivalent du frère André qui rentre d'un club de danseuses. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis la ratoureuse, oh, qu'elle était ratoureuse. Elle va le voir, elle dit, t'appelles, je peux-tu m'asseoir? Elle dit, tu connais ce gars-là? Elle dit, oui, oui, il était dans ma classe. Elle dit, il est bien malade, hein? Puis il a 8 enfants. Puis elle dit, on va rénover sa maison, on a de l'argent pour ça. Mais on n'a pas de l'argent pour payer le menuisier. Toi, t'es chanceux. Le bon Dieu t'a donné des beaux talents. On voudrait que tu viennes aider à arranger sa maison. Ben, elle dit, qu'est-ce que vous allez me donner? Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, une caisse de 24. Elle dit, c'est fait, tu vas l'avoir. Il a tout réparé la maison d'un bout à l'autre. C'est merveilleux, c'est admirable. C'est admirable, là. On ne peut pas s'imaginer des affaires de même, là, tu sais. Puis là, il y avait une grosse maison à vendre à côté de la traque, là. Il y avait un commerce, puis 2 logis. Les sœurs, ils ont dit, on voudrait commencer un centre communautaire pour accueillir des femmes. Ils sortirent de l'isolement, parce que des femmes de 40 ans, quand il y avait jamais été en ville, là, quand j'étais là. Elle dit, on nous donnait des cours de couture, de l'hygiène, puis de la cuisine, puis les finances. Puis elle dit, oui, oui. Puis elle dit, mais le gars du centre de main-d'œuvre, qui est un crapule, il dit, achetez pas ça, vous allez vous faire des problèmes avec ça. Il dit, je vais l'acheter, moi. Je vais vous le louer. Maudit que vous êtes naïves, les sœurs. Il va l'acheter, vous allez payer 5 ans de loyer, puis 2 loyers en haut. Dans 5 ans, la maison est vendue, puis elle est à lui. Elle est payée. Non, on va l'acheter. J'étais allé voir d'autres communautés, puis on l'a acheté. Puis on a payé un salaire. Ils ont fait des choses incroyables, admirables. Quand moi, je pouvais plus y aller, c'était trop dangereux, là. Je leur ai donné le nom des 25 familles les plus pauvres, mais ils sont allés à des places. Mais moi, j'ai été attaqué dans un dépanneur par quelqu'un que je ne connaissais pas. Le projet PIL, quand on a commencé
toi, une petite gang de tricoteuses, ou je ne veux pas que c'est ça. Il me fourre une claque sur la gueule, il m'a jeté à terre, puis il m'a pris, il m'a tiré, il m'a battu dans la rue. Mais il y avait des parents d'un gars que j'avais embauché pour faire des finances, qui avait un bras coupé par la foudre, puis il avait eu 12 enfants, puis ils ont tombé sur le corps, ils ont dit, tu sais pas ce que c'est d'élever des enfants? Là, ils s'en allaient, j'ai été sauvé, une chance, là. Mais c'était comme ça. Les franciscains ont été là des années. Ils ont fait des choses admirables. Puis il y avait le costume religieux. C'était le pas d'entrée, ça, parce que les gens du milieu, c'était important pour eux autres. La petite sœur Marguerite, elle pesait à peu près 80 livres. Là. Elle marchait 1 000 pour aller à Polyvalente, au centre d'accueil. À un moment donné, tout le monde le connaissait. Elle partait, puis l'embarquait, puis s'en allait. Puis j'avais été sur le conseil de la protection civile. Parce qu'en 72, il y avait une embarque au pont de bois, puis 1 mois et demi d'écart par 10 pieds de haut. Puis le village était complètement inondé, puis ça pouvait partir d'une minute à l'autre. Fait que, un après-midi, j'étais à l'autre bord de la rivière, là, sur le bord, puis il emmenait une ambulance, parce qu'une femme était sur le point d'accoucher. Mais on ne pouvait pas l'amener nulle part, c'était bloqué. Il fallait qu'elle passe là. Bien, il y a un gars qui a percé avec, qui tenait, pour traverser le pont, pour se sauver tout de suite à l'ambulance. Cette femme-là, écoute bien, là, 52 ans plus tard, il y a un de mes amis, Jean-Pierre Bussière, ancien président du syndicat de la police, il m'appelle un soir. Il dit, « Marcel, j'ai été veillé avec mes amis hier soir. J'ai parlé 2 heures avec le petit gars de 17 ans. Je suis revenu ici, puis 1 heure après, il m'a appelé, il dit, j'ai trouvé mon fils, s'est pendu dans le garde-robe. Ils veulent te rencontrer. » Ah, voilà. On commence à parler. J'ai dit, c'est quoi ton nom? Elle me donne son nom. J'ai dit, c'est pas un nom de site, ça. C'est un nom de Fort-Coulonge. Puis j'ai dit, moi, j'étais intervenu quand la rivière est arrivée, puis elle a inondé le village. J'allais manger au petit restaurant qu'il y avait là, Biromain. Elle dit, c'était ma tante. Je dis, voyons, oh, oui, oui. Puis, j'ai compte l'épisode de la femme qui a traversé pour l'amener accoucher à un village. Elle dit, c'est ma mère qui a accouché de moi. Ça n'a pas de bon sens, là. 52 ans après, je t'ai appelé pour le suicide de son fils. Ça dépasse l'entendement, là. Le poil me dressait de ses bras. Ça n'a pas de bon sens. Puis je dois te dire, moi j'ai la foi, là. Les journées, des fois, étaient à 16-18 heures, là. Puis je me suis jamais plaint d'épuisement professionnel. Il y a une nuit, il s'est passé quelque chose que je ne pourrais jamais expliquer, à moins de la lumière de la foi. Je revenais. J'étais épuisé. J'ai quitté Couillon pour m'en venir, puis Chaville est 15 000 plus loin. Je ne me rappelle de rien. J'ai dormi. Il y a quelqu'un qui a pris le volant à ma place. J'en suis convaincu, puis ce qui m'a réveillé, c'est les lumières de Chaville. C'est un blackout, là, un noir complètement, là. Il y avait quelqu'un derrière de moi, là. Parce qu'il fallait faire ça, puis moi, j'étais très sensible. Il m'a donné tout ce qu'il fallait pour le faire. Mais je te dis pas tout, là. Dans le Pontiac, il y a eu des affaires de même. J'en ai eu pour 2 ans. J'en ai eu sans arrêt. Puis toutes sortes d'affaires. On trouvait des enfants, on trouvait... Bon, mais c'est ça. Quand j'ai quitté le Pontiac, ça a été un drame pour moi, ça a été un deuil profond. Puis je suis arrivé, ça c'est la miséricorde de Dieu, j'ai eu un contact avec des prêtres ouvriers. Ça a eu Notre-Dame. Les autres étaient impliqués avec les pauvres. Ça fait que ça a été mon premier contact. Et puis, il y avait... j'ai pas connu Monseigneur Charbonneau, mais il y a eu Monseigneur Proulx, un grand prophète, à mon avis, là. J'étais avec lui, je l'aimais beaucoup. On a mis on fait des manifestations contre les raisins de Californie, César Chavez, contre l'apartheid. J'ai fait du bénévolat dans toutes sortes d'affaires, là. Le Gétami, la souffrière de l'amitié, même le centre Mectil, le centre de femmes battues. J'ai été impliqué dans toutes sortes d'affaires pour être temporairement. Temporairement, ben pas temporairement, je l'ai fait pas mal, je connaissais bien le monde du milieu populaire à l'époque, là. Et ça a été bien important pour moi, ça. Bien important.
Il y avait la théologie de la libération, mais j'ai jamais été aussi loin que ce qu'on appelle des radicaux, là. Bon. Moi, à 6 ans, j'ai eu un appel de Dieu extrêmement puissant. Faut que tu sois prêtre avec les pauvres, avec les gens qui souffrent. J'ai eu cela. Ça n'a jamais parti. Mais j'ai lutté contre ça. Parce que je ne voulais pas vivre comme eux autres. Mais le Pontiac, ça a été mon chemin de Damas. Symbole, quand j'étais à voix de son cheval. Même les contre-témoignages de certains curés, ça l'a attisé ma vocation. Je ne pouvais plus dire non, c'était plus fort que moi. Mais j'ai jamais été comme les autres, moi. Je suis rebelle. Je n'étais pas pareil comme les autres, Dieu le sait. Et puis, j'ai dit, je commence à étudier en théologie. Je veux rien savoir de me faire payer mes études. C'est moi qui fais ça ici. À temps partiel, j'ai ça à étudier. J'ai commencé mes études, etc., en théologie. À un moment donné, Monseigneur Proulx me dit, ben, j'aimerais ça que tu ailles étudier 1 an à temps plein. Ah, parce que c'est vrai, entre-temps, j'ai toujours commencé des affaires, moi. Premier travailleur social du comté de Pontiac. Il y a quelqu'un qui allait une journée semaine, mais à temps plein, c'est moi, là. Puis l'autre qui était là, que j'aimais bien gros, s'est suicidé. Puis ça, là, j'ai dit, bon, ben OK, j'ai commencé à développement épais. Le premier animateur régional de développement épais, mais à Montréal, là, passé le West Island, ils ne connaissaient rien. J'avais les 4 diocèses du Québec, de l'Ouest québécois. Mais le 15 janvier 1975, je suis parti en tournée 14 jours. J'ai fait les 4 diocèses du diocèse de l'Ouest québécois et les 6 diocèses franco-ontariens jusqu'à Hearst. Il n'y avait jamais su de documentation française. Puis il y avait des équipes que j'ai aidé à mettre sur pied. Puis c'est la première fois qu'ils ont reçu de la documentation en français pour savoir qu'il existait ces gens-là. Ça a été merveilleux. C'était pas le métier que j'aimais beaucoup. Il y avait des études de dossiers, de documents. Le CR-Monde, ça va, mais c'était surtout des levées de fonds. J'étais moins fort là-dessus, là. Mais j'ai eu le privilège inouï, un 7 février, d'une tempête de neige. J'avais un petit bonhomme autour de mon bras que j'ai amené souper avec Monseigneur Proulx, un grand prophète, hein, Elder Camara, l'archevêque de Recife, qui était reconnu mondialement pour se battre pour les pauvres, puis les campesinos, puis ça a été un privilège inouï pour moi, cette affaire-là. Là. Mais là, Monseigneur Proulx dit, le retour, il dit, j'aimerais ça que tu aies étudié 1 an à temps plein. Ben, j'ai dit, pourquoi? Ben, il dit, je sais pas, il dit, je pourrais te redonner plus vite. Ben, il faut que je laisse le développement épais. Bon, c'est correct. Mais je ne veux pas avoir de dette, mais que je sorte de là. Il dit, inquiète pas, mais t'aider. Il dit, fais-moi un budget. Fais un budget. Tu t'auras pas assez de ça. Me donner 100$ de plus, là, tu vivras pas avec ça. Ben, Saint-Paul, une bébite comme moi, là, c'est comme un chien de jeu de quilles, là. Il y avait déjà des préjugés en masse contre les prêtres ouvriers, hein, laisse-moi te le dire, là, hein, qui se promenaient pas de colère aux mains, puis avec des pancartes dans les rues, puis qui dénonçaient, puis un paquet d'affaires comme ça. Je suis arrivé là, il me voyait comme une bébite. Une bébite, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est correct. Je les ai aimés, mes professeurs, beaucoup. Mais il y avait tellement de préjugés contre moi. Moi, je n'avais contre les autres. On m'avait parlé des autres. Puis j'avais peur de certains. Il y a un père, le père Hudon, il était un timide. Un timide. Puis moi, qu'est-ce que tu veux? J'étais fou comme de la merde. Ah, il y avait une sœur, là, Denise Delguidiche. On était ensemble. Le père Hudon, c'était un timide qui parlait comme ça, qui ne nous regardait pas. Il dit, non, je ne crois pas que les premiers temps du mariage, il y ait de véritable consommation du mariage. Je suis prêt à dire plutôt que ce sont des ébats d'un érotisme exacerbé. J'ai jamais oublié ça. Elle dit, qu'est-ce qu'il veut dire, Marcel? Il veut dire, ça compte pas au commencement. J'ai dit, parce qu'il fait le trop cochon. Elle dit, oh, je sais pas, c'est pour ça, sorti, elle s'est mariée. Puis à la fin de l'année, le père Hudon me dit, je te félicite. Ben, je dis, pourquoi? Il dit, pour un prêtre qui est impliqué dans ce que tu es impliqué, tu n'es pas violent. Père Hudon, je suis pas violent pantoute, là. Puis là, il y a un professeur qui me dénigrait d'une classe. Ça, j'ai pas aimé ça non plus. Il dit, Marcel Lahaye refuse de venir vivre au séminaire pour se faire donner une formation solide et sérieuse. Il fera jamais mon prêtre. Puis je l'ai cru. J'ai vécu ça, une souffrance.
Puis c'est après ça que je dis, oh, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Moi, c'est pour me dit, vas-tu aller vivre au séminaire? Je dis, ben non. Mais il dit, pourquoi? Mon Seigneur, êtes-vous déjà allé là? J'ai dit, oui. Quoi? J'ai dit, chez nous, on est pauvres, là. J'ai dit, je vais être prêtre pour servir, pas pour être servi. J'ai dit, c'est des grands corridors, là. Puis j'ai dit, je veux pas me faire torcher par des sœurs. J'ai mon appartement, là, je bois pas, laissez-moi tranquille, là. Ben, je comprends pas, mais les oblas sont à côté, j'aimerais que tu sois attaché à la maison. C'est correct, j'ai pas de problème avec ça. J'ai jamais fait de petit séminaire, on était trop pauvre. Puis j'ai jamais fait de grand séminaire, j'étais trop rebelle. Mais c'est correct, Paul VI se profite de grand séminaire, il était trop malade. Alors, j'ai fait mon bac en théologie là, et puis après ça, j'ai été ordonné prêtre, avec mon chum Jean-Charles Dufour, à Notre-Dame-de-Lorette. Et j'ai réussi à faire chanter à ma première messe, la messe québécoise de Houdy, par la grosse clique libérale du fédéral de Val-Tétro. Il faut le faire. Mais c'est correct. Sauf que ça a été peut-être une des périodes les plus malheureuses de ma vie. J'ai été détaché de mon milieu. Je n'étais pas un homme qui était d'un monde de liturgie. J'ai jamais été église de ma vie. Puis là, du jour au lendemain, je restais dans un presbytère, c'était contre mes principes. Et puis, j'étais pas bien là-dedans. Puis, ma vie, c'était la routine. La messe à 8h30, j'aimais le monde, mais j'aimais pas le pastoral. C'était pas moi, ça. C'était pas moi, c'est pas de ma faute. Alors, j'ai descendu bien bas, hein. Il y a une matin, à 2h du matin, là, je me promenais en dépression, là. Puis je suis arrêté devant le monastère des Servantes de Jésus-Marie. Je restais là, je l'ai pu, c'était vide. Je dis, j'en peux plus. Fait que je suis allé voir Monseigneur Proulx, j'en peux plus. Je peux plus vivre de même. Ben, je comprends pas, Marcel. Il dit, on va essayer de te trouver quelque chose. Là, il me dit, il y a un poste qui ouvre à la prison. Tu irais-tu là? N'importe quoi pour sortir de là? Je dis oui. J'avais peur. Ben, y aller à la prison. Ben, faut pas que tu te décourages, mais mettre une équipe autour de toi. Moi, je n'ai jamais eu besoin, mais j'en ai eu pareil, là, tu sais, là. Et puis, ça m'a fait la peine de quitter la paroisse parce que j'aimais le monde. Mais, j'étais pas heureux là-dedans. Ça a été, là, je pourrais dire, la transition, là, jusqu'à temps que je sois prêtre. Puis, après ça, Monseigneur Proulx, il me faisait bien confiance, là. Alors, il m'a amené travailler au centre diocésain, mais j'ai été à prison 5 ans. Encore là, j'étais le premier aumônier à temps plein à la prison. J'ai toujours commencé des affaires. Mais je suis arrivé là d'un temps épouvantable. La prison était sous tutelle. Il y avait eu des tortures envers les détenus. Il y avait eu toutes sortes d'affaires. Puis même en des équipes, là, ils se prenaient au point à la fin des corps de travail. Puis ils avaient caché de la drogue dans le char d'un gars qui passait par la PAC de Gatineau qui s'en allait chez eux. Ils ont appelé un GRC, puis ils l'ont fait arrêter. Ils ont dit, il y a de la drogue dans son char. Il y a eu de la misère avec ça, là. Mais il a réussi à s'en sortir. Mais moi, je suis arrivé là. J'avais peur. Sur le plancher, là, je suis pas habitué à ça, voilà, là. À la prison, j'étais pas comme les autres. Je disais pas de messe. J'allais passer du temps avec les détenus. Mais j'ai fait des affaires que personne d'autre n'aurait jamais faites, là. Puis j'ai pris bien de la place sans m'en rendre compte. Puis la direction m'a fait énormément confiance, comme jamais. Par exemple, j'ai réussi à avoir l'autorisation de sortir 3 gars qui étaient à sa protection pour les amener faire des travaux communautaires avec moi. On n'avait pas le droit de faire ça. Ils ont accepté. Alors, on allé faire des travaux à l'édifice Gilles Desbiens parce qu'il était pour ouvrir le Gétami. Il y avait eu du vandalisme. Excusez, il y avait de la merde qui avait été gogochée sur les murs. C'est moi qui l'ai ôté de là avec une pelle, là. Puis là, les gars se promenaient, puis je dis, qu'est-ce qui se passe, là? Alors, j'accroche un des gars, je lui dis, c'est-tu ton amant, ça, là? Ben non, c'est fou de tabarnak. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que vous êtes en train de planifier dans mon dos? Ah, rien, rien. J'ai dit, je t'avertis tout de suite, là.
C'est la première fois que j'ai l'autorisation de sortir des gars sa protection. Faites de quoi, je vous dénonce partout, vous allez vous faire massacrer. 2 semaines après, le travailleur social que j'aimais est déjà décédé, Jean Thériault. Puis Marcel, comment ça a été? Ça a été très bien, d'ailleurs, ça a été très bien. Il n'y a pas eu de problème. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai une intuition, voilà, là. J'ai compté ça. Ben, il dit merci. Je dis, pourquoi? Il dit, il avait planifié qu'il y en a un qui t'amenait au bout de l'édifice, là, pour te montrer de quoi, puis l'autre sortait, il pognait la drogue, il rentrait, puis il l'amenait en prison. J'ai dit, écoute, Jean, je suis pas si fou en l'air. Jouer clair. L'expérience la plus signifiante pour moi, je restais à l'arrière de Buckingham, ils m'appellent. Ils ont dit, il y a un bingo, un émeute au B1, puis ils demandent pour négocier avec toi. Je dis, quoi? Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils font descendre l'escouade anti-émeute de la Sûreté du Québec, puis ils sont là avec des carabines, puis ils attendent comme John Wayne, là. Ben, j'ai dit, j'ai une messe à Tursault, mais il y aller après, il dit, il va être trop tard. J'ai dit, pourquoi? Ben, ils ont déjà mis le feu 3 fois, puis il y en a qui se sont coupés. Bon. Ben, je vais y aller tout de suite. J'arrête chez Monseigneur Proulx. Il n'était pas là. Dites-lui de penser à moi. J'avais pas peur. J'avais un hamster en dedans qui allait vite en enfant de chienne, laisse-moi te le dire, toi. Je rentre en prison. Les gars sont en panique, là, ça crie là-dedans. C'est une hutte, c'est épouvantable, là. Tabarnak, un bingo, tabarnak, un bingo. Ben, j'ai dit, barrez-moi sur l'étage, puis évacuez le plancher. Il y avait Jacques Boulet qui était bien fait, un sergent, mais il était bien nerveux. Il dit, c'est fou de tabarnak, ils vont te tuer? Puis il en avait tué 3 surveillants à Bordeaux pas longtemps avant. Je dis, non. Il a demandé pour moi. Ils ne tueront pas. C'est un feeling que d'arriver devant une grille, puis il y a 16 gars en furie qui sont dans une grille, puis ils veulent t'avoir. C'est bruyant. Fait qu'ils m'ont jeté dans la cage. Puis ils sont partis. Ben moi, c'est des gars avec des épaules à 3 étages, là. Puis il y avait les 2 tables en avant. Puis là, tu as un grand corridor avec les cellules. Puis ils m'ont porté. Je ne suis pas à terre, là. Ils m'ont emmené jusqu'au bout, puis ils m'ont assis à terre. Fait que c'est là 20 minutes, je ne pouvais pas rien faire, là. Ça criait, ça criait. Puis là, ça s'est calmé. Moi, j'ai dit, écoutez, gars, c'est de l'adrénaline, hein. J'ai dit, j'en ai du papier puis un crayon. Je vais prendre tout ce que vous demandez, un à la fois, une chose à la fois, sinon on ne se comprendra jamais. Il a dit, OK. Fait que je prenais des affaires, tout d'un coup, il y en a un qui dit, hey, c'est-tu une tuerie, là? Tu ferais un esti de bon otage, toi? J'ai dit, c'est vrai. Mais je dis, aujourd'hui, un curé, là, ça fait plus cher le livre, là. Alors, j'ai dit, ça ferait peut-être l'affaire de quelques-uns, vous pourriez mener un otage de l'autre bord, là. Prenez quelqu'un qui a plus d'allure que moi. Ils ont dit, c'est correct, toi. Là, à la fin, j'ai dit, écoutez-moi bien, là. Moi, j'ai pas de pouvoir ici. Je vous promets que je vais faire mon possible. Il y en a que vous allez avoir, il y en a que vous n'aurez pas, puis il y en a que ça va être plus tard. Alors, ils ont dit, on te fait confiance. Je traverse l'autre bord. Le pauvre directeur, là, je l'aimais bien, mais il était bien dépassé. C'est pour ça qu'il y avait celui de Québec, celui qui avait la tutelle, là. Alors, je commence à parler, il dit, Québec veut pas, Québec veut pas. Hey, écoutez-moi, là. Si vous parlez de même, l'autre bord, là, d'une demi-heure, il y a 40 000 piastres de dégâts, puis les pompiers sont à la porte, là. Écoutez-moi. Le gars de la tutelle dit, OK, Marcel, on t'écoute, parle, on t'écoute. J'ai dit, c'est ça que je veux. Je lui ai défilé. C'était niaiseux qu'il demandait, là. Il demandait d'avancer la télévision au bout du corridor parce que c'était les éliminatoires, il voulait voir ça des cellules. Ben voyons, non. Il voulait 3 repas par semaine, des déjeuners avec des œufs. Je dis, ils ont 25 ans, ils font des haltères, vous leur donnez un déjeuner de 2 œufs, puis après ça, tu avec des toasts. Je dis, on va plus que ça. Là, il y avait une diététicienne qui était là. Elle m'a dit, on ne peut pas faire ça. La diète ne sera pas équilibrée. Je dis, écoute-moi bien, toi. Si tu mangeais à la merde qu'on mange shit, là, tu les laisserais prendre 20 livres, ils vont le battre, mais qu'ils sortent. Pas plus dur que ça. C'était réglé. Moi, je parlais directement, là. Puis là, quand un surveillant y arrive, là, il se place dans la porte en avant devant tout le monde, puis il dit au gars, quand j'ai une lettre pour toi, c'est ta plotte, là, il dit un cochon en tabarnak. J'ai dit, est-ce que c'est respecter la dignité humaine, ça? Ça a-tu du bon sens, ça? Puis là, ben, en tout cas, c'est des affaires de même. Ça a duré 2 heures et demie, on était dans la nuit, là.
Puis après ça, ben, on est rentré de là, j'ai eu peur un peu. Parce que là, les deux, là, ils m'ont assis sur la table, là. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a? Vous avez ça, vous n'avez pas ça, vous allez avoir ça plus tard, mais c'est comme ça. Bon, ben, ils ont dit, OK. On ne rentre pas dans nos cellules tant qu'on n'aura pas un souper chaud. J'ai dit, les gars, ils n'ont pas de souper chaud. Il est 2h30 du matin, là. On va vous faire des sandwichs, il n'y a pas de cuisinier. J'ai dit, allez-vous tout perdre pour un souper? Ça commence demain matin, là. Soyez raisonnables, faites votre bout de chemin. Ils ont fait de l'honneur, là. Sans ça, ils vont prendre des matraques, ils vont vous rentrer, puis vous allez passer sur le tapis vert, prolonger votre sentence, vous allez vous faire massacrer. Ils ont dit, OK, d'abord, Marcel, on l'accepte. Oh, mon petit, j'ai bien dormi cette nuit, là, toi. Laisse-moi te le dire. Ça a été l'expérience la plus intense. Mais j'ai été chercher des gars qui s'étaient évadés sur le marché à Ottawa, à 2 reprises. Il y en a un, là, j'ai eu peur un peu, parce que c'était des bordels, là, avec de la drogue, puis tu voudras. Il rentre un gars de race noire avec un habit, je sais pas combien sur le dos, là. Je fais un cycle, le tabarnak. Non, touche pas, c'est mon chum, il m'aide. C'était drôle, je dis, vas-tu revenir? Il dit, oui. Là, il y avait 2 gars qui étaient là, un robineux et un gay. Le gay, il dit, il y avait un club gay au sol de Place du Portage. Il dit, m'amènerais-tu? Il dit, oui. Puis le robineux, il dit, tabarnak de calice, peux-tu te toucher? J'ai jamais touché ça, un prêtre de froche. Ben, touche-moi, c'est correct. Puis je l'ai ramené, puis là, j'ai dit, montre-moi ton corps, là. Pas tout nu, là, mais montre-moi ton corps. Dis-leur que je t'ai examiné, puis que t'as aucun bleu. Comme ça, ils ne te toucheront pas. Puis il l'a fait. La deuxième fois, il était à chercher un. J'ai dit, je vais voir mes jumeaux, Marcel, je ne les ai pas vus depuis qu'ils sont au monde. Je vais t'amener là. Mais te laisser ici, là, tu vas rencontrer, on va venir te chercher après. Ben, le maudit s'est sauvé. J'ai appelé à la direction, j'ai dit, il n'a pas voulu revenir, il est parti. Il savait très bien de ne pas me poser de questions, là. J'étais assis sur une roche en arrière, il broyait, il n'en pouvait plus, là. Je l'ai amené prendre un café. Bon, là, ben non, on s'entend, là. Puis à un moment donné, il y a un gars, il dit, Marcel, mon père est mourant. Puis il dit, ça fait 3 semaines qu'ils ne comprennent pas pourquoi il ne meurt pas. Puis ils dit, on est 18 enfants. Je suis le seul qui ne l'a pas vu. Il y a un armement de l'hôpital de vétérans sur la rue d'Alousie. Et il dit, fais aller voir mon père. Il va voir le directeur, j'ai dit ça. J'ai dit, c'est pour des raisons humanitaires, là. Il dit, Marcel, j'irai bien, mais j'ai pas de personnel. Ben, j'ai dit, mais allez, moi. Mais tu n'as pas peur de lui? Je n'ai pas peur de lui pantoute. Je suis parti avec le gars. On rentrait dans la chambre de son père, tout le monde était là. Sa sœur a soulevé son père. Il a caressé son père, il l'a couché, puis il est mort tout de suite. Il attendait son dernier fils. C'est beau, hein? C'est quelque chose, cette affaire-là. Là. C'est des affaires à vivre, ça, là. Il y en a un qui me dit, Marcel, j'ai sur une terre à Casabazoua. Ma femme est seule, les enfants. L'hiver s'en vient, puis il dit rien de prêt. Faut que j'arrange l'écurie, que je rentre du bois, puis un paquet d'affaires. Faut voir le directeur de la tutelle. J'ai dit, il faut aller avec quelqu'un. Sa femme ne peut pas faire ça, là. J'ai dit, j'ai pas personne, Marcel. Mais y aller, moi. Hein? Mais y aller. T'as toujours habillé en jeans de toute façon. T'es élevé sur une terre avec mes grands-parents, moi. J'ai pris du fumier de vache, comme on faisait dans le temps, puis je bloquais les craques d'écurie qui étaient bâties à pièce sur pièce. Ça m'a rappelé des souvenirs. Puis on a nettoyé le fumier qu'il y avait dans l'écurie, tout nettoyé ça. On a emmené le bois à côté de la maison, puis tout ça. Hey, il était heureux, puis sa femme aussi. Mais là, sais-tu comment est-ce qu'un prêtre, c'est naïf? Ça n'a pas de maudit bon sens comment on est naïf. On rentre dans la maison. Il dit, Marcel, il dit, je peux-tu aller me changer en haut? Ben, j'ai dit, oui, vas-y, là, on va s'en aller. Il ne trouvait pas son linge. Après un peu plus qu'une demi-heure. Il est descendu de là avec un bel large sourire. Je suis certain qu'il ne m'a pas oublié. En tout cas, c'est quel beau cadeau, hein, à faire à des personnes comme ça. J'en ai aidé beaucoup comme ça. J'allais avec les autres. Puis je leur rendais service. C'était ça ma mission, de toute façon. J'ai fait, c'est moi des sœurs grises.
J'ai dit, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est un lieu de réhabilitation. La bibliothèque, c'est juste de la pornographie et de la violence. Seriez-vous capable, avec vos filles, de me bâtir une bibliothèque qui a de l'allure? Les filles sont rentrées là, mon gars, ils t'ont bâti une bibliothèque, c'était pas piquer des verres, hein? Puis là, j'ai mis sur pied une grosse équipe de bénévoles. On organisait des fêtes, une fois par mois à peu près. Puis j'ai trouvé des personnes ressources qui faisaient rencontrer des gars, puis qui n'avaient pas de visite. Sauf qu'il y avait un détenu, un surveillant, qui, pauvre gars, il est mort aujourd'hui, mais il n'y avait pas de raisonnement, là. À un moment donné, il a mis le nom d'une fille pour venir visiter un détenu en dedans, sans me le dire, sur ma feuille à moi. C'est une prostituée, puis l'autre, il avait fait des viols. Là, il a fallu que je change ça vite. Mais j'ai aidé beaucoup de personnel aussi. Il y en a un, là, j'avais été bénir son mariage à Sherbrooke. 6 mois après, sa femme, qui est infirmière, s'était revenue ici, elle est en dépression, elle dit, je peux pas m'acclimater, je m'en tourne là-bas, me t'attendre. Le pauvre gars vient me voir, il dit, Marcel, il est après faire une dépression. Il va voir le directeur, je dis, monsieur le directeur, c'est pour des raisons humanitaires, là. C'est un nouveau marié, sa femme est partie. Il faut le transférer là-bas. Ils l'ont fait. J'étais bien content. Il y en a un autre qui était très bon, très humanitaire. Il y a des gens qui ont porté plainte contre lui pour le faire congédier. Il me montre sa lettre. Ça n'a pas de bon sens, ça fait ça, que c'est ça. T'es excellent. Hey, je vois le directeur, voyez-vous, c'est toute une raison de dire que son premier de chemise est déboutonné. J'ai dit, voyons donc, on ne peut pas se payer le luxe de perdre un homme de cette qualité-là. Ils l'ont gardé. Le syndicat, il a dit, la seule raison pour laquelle tu as gardé ta job, toi là, c'est à cause du curé. C'est bien correct de même, pas de problème. À un moment donné, dans la chapelle, à Noël, des gars qui sont dans la prévention, là, ils vont pas voir leur famille. C'est le pire plancher. C'est là qu'ils perdent leur blonde, ou toutes sortes d'affaires comme ça, puis ils font des dépressions, qui se coupent, un paquet d'affaires. Ils leur ont donné un cadeau à Noël, un film, semblable à Elga, la tigresse des Canadiens. Hey, une prison d'hommes, avec des femmes, laisse-moi te dire, équipées pour la nuit, hein? Ça fait que j'ai été voir le directeur. J'ai dit, ça n'a pas de maudit bon sens, cette affaire-là. Il y a des gars qui sont ici pour des délits sexuels, pour leur présenter ça. Puis il y en a un qui est sorti de là en érection. Le gars, il l'humiliait devant tout le monde en leur disant ça, là. J'ai dit, vous appelez ça? De la réhabilitation. Ben, c'est les films que Québec nous envoie. Ça coûte combien pour un film qui a de l'allure? C'est 50 pièces de plus. Trouvez-moi des films qui ont de l'allure, mais vous le donnez 50 pièces, moi, ici. Ça s'est réglé. Ça s'est réglé. Fait que c'est... mais il y a toutes sortes d'affaires. Il y a un Philippe, là, le petit maudit baveux. Il mesurait à peu près 5 pieds. C'est un voleur de char. Il avait des problèmes psychologiques. Il volait. C'était pas dangereux. À un moment donné, je passe devant le trou. Philippe, il dit, Marcel. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça fait 2 jours qu'il me laisse cite, Marcel, puis qu'ils m'ont pas sorti. J'ai dit, quoi? Le trou, c'est 5 par 9, puis il n'y a pas de fenêtre. Il fait ses besoins sur une plaque, puis il la partait pas. Il était là-dedans. J'ai été voir le directeur, puis ils sont obligés de sortir dehors pour une marche 1 heure par jour. J'ai dit, là, on vous avertit. Si c'est pas fait tout de suite, là, j'appelle les journalistes. Oh, laisse-moi te dire que ça n'a pas été long que ça a marché. Comme je reviens à Campbell's Bay, la secrétaire la sœur de ma secrétaire, Laurence, elle était belle, puis c'était une très belle femme. Elle restait à Otter Lake. Elle vient voir le matin. Elle dit, elle était couverte de bleu. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Laurence? Elle dit, il m'a battu. Je dis, voyons donc, toi. Elle dit, il m'a poigné par le cou, il m'a levé de terre, puis elle dit, après ça, il m'a mis le 12 au cœur. C'était une brute. J'ai dit, tu vas aller porter plainte en haut tout de suite, puis tu vas venir me le dire. Elle dit, je suis allé. Elle a dit, oui. Ben, elle dit, le greffier a refusé de prendre ma plainte. Je dis, pourquoi? Tu peux pas faire ça? C'est mon chum. Ah ben. Elle retourne en haut, là, puis dis-leur que si t'es pas descendu ici d'une demi-heure avec la plainte acceptée, dans 2 heures, les journalistes sont à la porte. Inquiète-toi pas,
il l'a pris. Leonard Hurty, là, il l'a su que c'était. Elle a gagné, puis il a jamais retouché. Ce sont ses parents après. Là, son fils, un de ses fils est mort du sida. Moi, je le sais comme ça, là. J'avais pas peur de grand-chose, faut le dire, là. Mais il y avait quelqu'un derrière de moi, comme de raison. Celui qui m'a donné la mission. Alors, et la prison, quand je suis parti, j'ai été voir le directeur, j'ai dit, ça doit être la première fois que tu vois quelqu'un broyer parce qu'il s'en va. Ah ouais, je suis parti. La prison, il voulait m'avoir au centre diocésain. Bon. Puis j'ai eu de la persécution beaucoup de la part de l'évêque. Après Monseigneur Proulx, j'ai eu de la persécution épouvantable. J'étais l'adjoint du vicaire général. Puis la première fois qu'il m'a rencontré dans 10 minutes, il y a des prêtres qui m'ont parlé contre toi. Ils ne comprennent pas que c'est que tu fais ici, puis pourquoi tu n'es pas en paroisse. Alors je te conduis sur le champ. Je te nomme curé de Losqueville à temps plein. Il n'y avait même pas d'argent pour payer l'ampion. Soyons. Et ça a été épouvantable comme expérience de vie. Ça a duré au-dessus de 10 ans, d'ailleurs. Je ne sais pas comment je t'ai fait. Jean-Charles Dufour, j'avais dit, qu'est-ce que tu ferais? Il dit, tu veux-tu la vérité? Il dit, oui. Il ferait longtemps que je serais parti travailler dans l'atelier de mon père à faire du bois. Bon. Il m'a humilié. Il m'a envoyé en thérapie. Puis, il me dit, combien ça coûte? J'ai dit, 50 pièces. C'est bien trop cher. Faut pas que ça dure longtemps. Puis, j'étudie. Il dit, je ne voulais pas être contre ça. Moi, mon évêque avait des projets pour moi. Parce que si je comprends bien, vous n'avez pas pour moi j'en ai pour moi. J'ai eu le goût d'étudier. À temps partiel, j'ai étudié. Mes diplômes sont là, là. J'ai fait un certificat de travail social de l'Université du Québec. J'avais des bonnes notes, j'ai eu des A tout le long. J'ai fait une maîtrise de sort en théologie, en éthique. J'aimais pas ça, l'éthique. Mais c'était pour me donner une culture. Après ça, j'ai fait une licence en théologie. Après ça, j'ai fait une maîtrise en counseling. Mais là, j'ai eu des A tout le long. Puis après ça, j'ai fait une maîtrise et une licence en droit canonique. J'ai étudié longtemps, là. Mais l'instruction, c'est comme la boisson, ils n'aiment pas ça. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Ils ne le portent pas. Mais en counseling, ma réputation était faite, hein. Ils ne connaissaient, là, ici, là. Fait que là, le Père Saint-Arnaud, qui était une sommité, que j'aimais beaucoup, j'ai dit, Père Saint-Arnaud, le client, je n'aimais pas le terme, là, c'est ça. Il voudrait me rencontrer à droite de l'université. Il me dit devant la classe, une fois, parce que c'est toi. Oh. Puis là, Geneviève Vaughan, j'ai su qu'elle avait dit à la classe quand je n'étais pas là, Marcel Lahaye, c'est un 24-7. Puis à un moment donné, il courait après moi dans l'université. En counseling. Vite, vite, Geneviève veut te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est toi qui as vu que tu le rencontres. Ben voyons. Le gars venait d'apprendre le suicide de son fils. Alors, à l'université, tu es formé, tu as une chaise là, la table, puis l'autre chaise là, puis tu parles. C'est pas mon style. Saint-Paul, c'est pas mauvais, là. Mais c'est fait pour des femmes qui viennent d'une classe plus aisée, qui arrivent à la retraite, le nid vide, hein, puis qui veulent se donner une deuxième carrière. C'était pas moi ça. Moi, j'étais un homme de terrain. C'était pauvre homme, il broyait. Il y avait un banc. J'étais allé m'asseoir sur le banc avec lui. Il passe à côté ensemble. Puis il me lit la lettre du suicide. Ça a été pour lui une guérison. Puis toute la classe était à l'autre bord et derrière du miroir. Parce que pour eux autres, ça a été mieux ça. Mac Brondex, qui était un ancien prêtre, qui était un de mes professeurs, il dit, toi, tu es la thérapie de l'avenir. Bon, c'est correct comme ça. Ça a été une belle expérience. Puis, même à Saint-Paul, j'ai aidé du monde en thérapie. C'est sûr, c'est naturel. On ne peut pas faire autrement. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé. À la prison, j'étais couché à terre, puis je parlais avec un gars qui était dans le trou. Il y avait une équipe de pompiers qui était là. Ils faisaient une enquête parce qu'il y avait eu ce que j'appelle un incendie de nature syndicale. On met le feu, puis il y a de la boucane, puis il fait peur au gars, puis là, il panique, puis là, ça met du stress. Je savais.
Oui, chez nous, on est pauvres. On a passé au feu 3 fois. On a tout perdu. La dernière fois, c'est Sainte-Marie-de-Goretti. Les pompiers étaient là. Ils me présentent, ils ont dit l'aumônier. Ben, ils ont dit, écoute, fait 1 an qu'on cherche un aumônier, là. Accepterais-tu d'être un aumônier? Ben, je ne sais pas, j'ai jamais pensé à ça, là. Viens nous trouver, là, je suis taché, là, à côté de l'université. Va prendre un café. Hey, il y a un appel. Au CSA Saint-Joseph, il y en avait 3 par semaine, c'est jamais vrai. Il m'embarque sa palette. Sa palette de bout en arrière. J'ai tripé, mon gars, que j'ai aimé ça. Faut voir Monseigneur Proulx, je dis, va être aumônier des pompiers. Je sais pas ce que tu vas aller faire là. Tu veux y aller, vous me donner une lettre. Je vous avertis, là. Je veux pas entendre parler de ce que vous voyez. C'est pas mon style de vous rencontrer sur une chaise d'un bureau. Je vais vous suivre. Je veux voir la même chose que vous autres, je vais le vivre, je vais l'entendre, je vais être là. Ils ont dit, OK, je l'ai été, laisse-moi te le dire. Ils étaient très exigeants, des pompiers, parce que j'étais appelé la nuit souvent. Mais dès qu'il y avait un décès, j'étais appelé. J'allais bénir les corps calcinés dans les maisons. Je me rappelle des 2 pauvres petits-enfants vietnamiens dans l'R6, là. Puis Mme Séguin, puis les 2 Anglais qui ont tombé avec l'avion là, devant l'imprimerie nationale. J'ai dit aux pompiers que c'est ça. Ben, c'est un morceau du cerveau. C'est des affaires que c'est pas tout le monde qui voit tous les jours. Là, tu vois pas ça tous les jours. Là. Puis là, ben, je faisais des débriefings avec les pompiers parce qu'ils voient des affaires épouvantables, surtout quand c'est des enfants. Alors moi, c'était d'être avec eux autres. Je les aimais profondément. J'étais avec eux autres, puis je faisais des débriefings, puis j'allais les voir, puis c'était mon travail. Puis, ben, il y avait plus que ça. La petite Trépanier qui est morte à 27 ans avec sa petite fille de 3 ans devant l'église Sacré-Cœur, là. Son chum, c'était le frère d'un pompier. J'ai appelé le pompier, il s'est sauvé. Elle, il était trop tard. Elle aurait pu se sauver. Il y avait une grande fenêtre au-dessus de la baignoire, mais il était trop tard. Elle était comme un mannequin, noire comme l'écran, là. Puis cette petite fille à ses pieds. C'est dur à voir. Puis s'ils savent, sa mère était au bas de la rue. J'étais 5 heures à aller les voir pour leur dire. Puis là, je leur ai dit, ils ont trouvé. On le savait, là. Mais moi, je faisais ça. Ils m'appelaient c'est le suicide. Alors, quand un petit gars de 14 ans ou 16 ans qui s'est suicidé, là, faut que tu rencontres la famille. Faut le faire. Puis même, il y en avait une qui m'avait dit, mon fils, est-tu en enfer? Ben, voyons donc. Ton fils, il n'est pas en enfer, qu'est-ce que tu fais là? Notre Dieu punit pas quelqu'un qui souffre. Inquiète-toi pas avec ça, là. Mais c'est important d'être là à maudit, hein, pour éviter les séquelles psychologiques plus tard, l'histoire, l'image de l'Église, puis tout ce que tu voudras. À Saint-Pierre-de-Wakefield, elle m'appelle, c'est la sœur d'un pompier. Elle avait 18 ans, elle glissait dans la côte du village, puis elle arrivait dans le chemin. Il y a un camion qui a passé dessus, le tué. Mais là, tu sais, déjà avec le Québec laïque. Au lieu de m'appeler, il a appelé 2 femmes du 24-7. Il y a que les femmes qui sont bonnes. Le 24-7, là, sont pas formés pour s'occuper de ça, là. Alors, ils ont fait une chose épouvantable. Ils ont mis la femme au milieu de la cuisine, assise sur une chaise, puis ils ont tout éloigné la famille. Puis là, il était dans son dos, là. Ah, elle a besoin de s'exprimer. Il a fretté dans le dos, là. Tu l'aimes à ta fille, hein? Pleure. Tu fais pas de la faire pleurer, elle est assommée. C'est pas de ça qu'elle a besoin. Puis là, le père puis le fils se promenaient, ça doit à moins 20 degrés. Ils se cognaient des mains, puis tabarnak. Quand j'ai vu ça, je suis parti. Les hommes étaient tous à l'hôtel, autour du bar. Je suis allé voir, moi. Ils s'en est fait une thérapie, là. Laisse-moi te le dire. Quand tu dis que les hommes ne parlent pas, là, va compter ça à d'autres, là. C'est parce que tu penses qu'il faut qu'ils expriment des peines comme une femme. C'est pas vrai. Comme les hommes, là, ils n'ont pas juste besoin des femmes en thérapie. Il faut qu'il y ait des hommes aussi. Il n'y en a plus. On les a mis dehors. Bon. Fait que ça s'est parlé, là. Puis je l'ai fait. Le chef des pompiers d'une des municipalités où j'étais impliqué, évidemment, je ne donne pas son nom, mais je peux en parler parce qu'il le dit à tout le monde. Il dit, j'ai essayé de me suicider hier après-midi. Puis là, il pleurait abondamment, en sanglots. Il dit, j'ai décidé de ne pas le faire, là, mais je veux que tu viennes avec moi pour m'aider.
Il dit, j'ai amené de l'essence, puis il dit, je veux brûler le câble qui devait servir pour ça. Puis j'ai dit, OK, c'était très émotif, cette affaire-là. Alors, c'était à la fin du mois de mars. Il restait pas beaucoup de neige dans les champs, mais c'était dans un champ dans le coin de Losqueville. On a marché dans le champ, c'était loin. On a descendu un ravin, puis on est remonté, puis en remontant dans la côte, j'ai vu son câble qui pendait au-dessus de l'arbre. Alors, il a grimpé, il est allé chercher le câble. On s'est en revenu, puis avant, on devait monter une côte. Puis dans la côte, il y avait une croisée des chemins. Alors, il a mis son câble là, puis il l'a brûlé. Puis comme symbole pour dire qu'il reprenait la vie, j'ai dit, c'est une croisée des chemins. Ça, c'est la mort et ça, c'est la vie. Regarde le soleil qui brille, comment c'est beau. Ta vie prend un nouveau chapitre et ça va être une vie qui va avoir du bonheur. Puis il s'en est sorti. Il n'a jamais recommencé. Il est arrivé de quoi? Épouvantable. Ils m'appellent, ils ont dit, veux-tu te rendre à Saint-Pierre de Wakefield? Il y a un drame. Qu'est-ce qu'il y a? Et je connaissais la famille. Ils ont dit, le père est à la chasse, puis accidentellement, il a tué son petit gars de 9 ans. Dans les montagnes. Je me suis rendu là. Je suis sensible, moi. Mon char a monté dans les montagnes, je ne sais pas comment il a fait. Il y a une ambulancière qui était là, sans l'eau sur le bord de la route. J'arrive là, c'était désolant. Son oncle, c'était mon chum. Il y a la collade. J'étais débénir le corps d'une morte d'eau en dessous d'une toile, mouillé à boire de bout au mois de novembre. Si tout le monde était là, tout le monde broyait. C'est incroyable ce que c'est comme expérience. Tu peux pas t'imaginer comment. Mais le pire, je suis prêtre. Marcel, tu vas-tu faire les funérailles? Ah, je sais pas comment. À Saint-Pierre de Wakefield, l'église était pleine, puis il y avait plus de monde dehors qu'en dedans. J'étais en avant, j'essayais de me préparer. T'entendais la mère hurler. Il y a une femme qui me dit, ça vient d'où apporter son enfant. Je l'ai laissé aller. Tant qu'elle n'a pas été épuisée, puis là, j'ai commencé. J'ai réussi à le faire. Il y a un bon lieu pour les ivrognes, je peux te le dire, moi, ici. Je l'ai fait, ces funérailles-là. Mais j'ai eu, dans mon ministère, évidemment, comme prêtre, il fallait bien que j'arrête les funérailles. Là, je te mets ça, là, le pompier, police, ambulance, là. De la famille Tremblay, à Angers. Les parents étaient partis en visite. Elle avait 13 enfants. La maison passe au feu. Ça a été effrayant. La nature, toute la forêt a brûlé, toute. Puis la petite Élisabeth de 2 ans et demi a disparu. Fait que moi, c'est moi qui s'est occupé des parents quand ils sont arrivés. Pour leur dire, là, elle est peut-être pas là. Elle est peut-être dans le bois. On savait bien que c'était pas vrai. Puis les pompiers étaient épuisés, rendus au soir. Ils étaient divisés par ville, dans le fossé. J'allais me promener pour les voir comment ça allait. Il y avait un policier là, qui était minuit, il n'avait pas dîné. Je leur ai dit, il n'a pas mangé ce gars-là. Puis là, ben, on a traversé les enfants au bord de la rue, d'une famille de snobs. Puis j'ai été appelé il était dans le néo-catéchuménat, j'ai appelé 2 prêtres. Puis il venait d'autres, Sylvain. J'ai dit, venez vous occuper des enfants ici, là. Ils sont tous arrivés, puis Pierre-Marc Turcotte, puis Maurice Gagnon, ils sont occupés des enfants. Puis on a fait ce qu'on pouvait. Puis là, j'étais allé voir un des gars qui gardait un élève, qui appelle, qui était en état de choc. Puis il y a un gars du néo-catéchuménat, il se penche au-dessus, ben il dit, qu'est-ce que tu veux? C'est le bon Dieu qui a voulu ça. J'ai rasé du fourré mon poing sur la gueule. J'ai dit, écoute-les pas, c'est pas vrai ça. La suite. Le lendemain, le chef m'appelle. Il dit, tu pourrais-tu aller voir un tel, ça va pas bien? Je dis, mais y aller. Ben oui, mais y aller. Un homme, un cœur d'or, là, une armoire à glace de 6 pieds 3, là, il travaillait à la pisciculture de Val-des-Bois. Il a travaillé toute la journée. Puis après ça, il est revenu souper à la maison avec ses 2 enfants et sa femme. Il était appelé sur le feu. Il s'est pas reposé. Il a trouvé la petite. Il n'avait jamais vu ça. Alors, il a été épuisé, là. Parce qu'après ça, il faut laver le camion, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis le lendemain, il prend sa douche, le choc. Les 2 jambes ont lâché, il a tombé à terre dans la douche.
Il s'est mis à crier, à respirer fort. Il a appelé son chum. Il s'est rendu à 4 pattes jusqu'à son lit. Quand je suis arrivé là, je me suis assis. Il m'a quasiment cassé en deux. Il s'est roulé en fœtus autour de moi. Puis là, ben, je l'ai calmé un peu. J'ai dit, écoute, moi, j'ai une pote à respiration. Si tu veux, on va appeler les ambulanciers, là. Juste pour te calmer. Il avait dépassé l'hypertension qui dépassait la possibilité de mourir. Je peux pas être pompier, je peux plus l'été. Mais j'ai eu les funérailles. C'était trahissant. Hey! Je sais pas comment j'ai fait. Puis je restais à Perkins, puis sur le bord d'un lac avec Danny. Je suis arrivé là, il était après se baigner. Je dis, parle-moi pas, parle-moi pas. J'avais le poids sur mes épaules. J'ai sauté dans le lac. Puis j'y ai parlé juste 20 ans, puis 20 minutes après. C'est le poids de la peine des autres. C'est un peu comme ça. Alors, il m'appelle un jour. Veux-tu venir prier avec notre père, il va mourir. Un fils était pompier, l'autre était policier, puis il était très aimé. J'ai dit, oui, oui, il y a des certains. Alors, j'arrive là, j'étais à l'hôpital, j'arrive là à 11 heures. Il était pour partir, il est parti 1 heure après. Je les ai mis autour du lit, puis on a prié, puis on a dit notre Père. Comment tu peux expliquer que le gars a répondu Amen plus fort que tout le monde? On rasait de tomber à terre. Mais là, c'est pas tout. Le fils pompier, qui a 45 ans, il y a 3 adolescents de 12 à 14 ans. Il avait de la misère avec ça. La veille, il s'en va trouver son père. Le matin, il l'appelle, ils ont dit Jean-Pierre n'est pas rentré. Mais il a dit non, il est avec son père qui est mourant. Alors, son frère policier, là, il s'en va pour le trouver, il n'est pas là. Il sort dehors, il est mort sur le siège de son camion. Le fils est mort le matin, puis le père à midi. Là, moi, là, la journée, là, j'ai été avec des gens en sanglots toute la journée. J'ai été d'une caserne à l'autre, toutes les casernes, puis par surcroît, il y a un cousin qui m'appelle en broyant, « Veux-tu venir me voir? Je viens d'apprendre que je vais mourir. » Je suis allé là. J'ai passé ma journée avec ces gens-là. Et puis, à la fin de la journée, sa femme a dit, « Viendrais-tu de l'annoncer aux enfants? » Ah! Puis il est fait. Je ne peux pas savoir si c'était bien fait. Il n'y a pas de façon. C'est fait. Mais là, Marcel, pourrais-tu faire les funérailles? Cercueil du père, cercueil du grand-père. J'ai réussi à le faire, puis il n'y a pas longtemps, j'ai fait les funérailles d'un des fils. Puis il s'est peut-être suicidé, elle ne sait pas. Quelques années après, 2 ou 3 années après, le policier, dont le père est décédé, puis son frère, il m'appelle, sa petite fille Mélanie venait d'être assassinée en arrière du cégep. C'est du monde que j'aime, que je connais, là. J'ai fait ces funérailles-là, Saint-Joseph, il était à peu près 1300 personnes. C'était plein d'adolescents. C'est déchirant, déchirant. Mais je l'ai fait. J'ai réussi. J'étais très heureux de l'avoir faite. Quelques années après, à l'hôtel de ville de l'Anse-Gardien, j'étais de Roumounier, il y en a une qui était là. Son fils, il y a une branche qui est tombée sur la tête, il avait 4 ans, puis il est mort 3 jours après. Puis c'était parent avec la petite Mélanie. Fait que, il y avait du même monde. J'ai passé l'après-midi à l'hôtel de ville à consoler des gens qui pleuraient à chaudes larmes. J'ai fait ça. J'ai sauvé bien des vies. Et quelle grâce! Un chef, il avait été massacré, il avait perdu sa job, il avait des problèmes de santé à l'intestin, puis il y avait 2 de ses frères ou 2 de ses sœurs qui venaient mourir du cancer de l'intestin. Puis il a été humilié. Puis il était en très mauvais état. Il m'appelle. Il faut le rencontrer. Il sort une liste de ses noms avec 7 adresses. Il s'envoie les assassiner. Il y a de la carabine avec les balles dedans. Fait que là, ben, c'est pas des farces, là. J'ai passé du temps avec. Puis en sortant de là, j'ai appelé tout de suite le maire. Occupe-toi-en, ça presse. On l'a sauvé. En tout cas, il n'a pas touché à personne. Je t'avais-tu parlé du frère que j'ai sauvé de même? Je l'aimais beaucoup. Il avait 80 ans.
puis il restait seul dans un gros presbytère, en ville. La police m'appelle. Ils ont dit, on a un problème, on aurait besoin de ton aide. J'ai dit, OK. Ils ont dit, quand un gérant de banque nous appelle pour nous dire qu'une personne âgée porte des signes de violence, puis qu'il a sorti des gros montants d'argent de la banque, on appelle la police. Il avait été magané, hein. Il avait un œil au beurre noir, il avait cassé une dent, il boitait, il avait une canne, puis il avait extirpé 120 000 piastres, parce que le prêtre avait reçu des héritages de sa famille. Alors c'est comme ça qu'il avait eu tout cet argent-là. Puis vraiment, le prêtre, c'était un gars, là, comme on appelle le cœur sur la main, mais d'une naïveté déconcertante. Le gars, il avait dit, j'ai 4 enfants, puis ma femme. J'ai perdu ma job, puis là, si j'ai pas 550 piastres à peu près, là, d'ici à la fin du mois, je suis dehors. Il a passé 550 piastres. Ça a été le début, hein. Après ça, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de plus. Puis là, il a décidé d'arrêter d'y en donner, fait qu'il a fourré une volée. Puis là, les policiers ont dit, là, ils vont le tuer. Parce que le gars était associé à le groupe le plus criminalisé de l'Outaouais. Alors là, je suis rentré au presbytère avec eux autres. Moi, ils me connaissaient, c'était déjà un élément de confiance. Puis ils ont parlé, mais ni à tout. Là, je dis, écoute bien là, arrête tout de suite là. Moi, tu me connais, tu me fais confiance là. On sait exactement ce que tu vis. On sait que tu as peur. Mais tu peux pas rester ici t'asseoir, là. Ça peut être ta dernière nuit ici, là. Ils vont te tuer, puis ils pourraient mettre le feu dans l'église. C'est ça que tu veux? Alors là, tu vas faire ta valise, une petite valise. On va aller te cacher en quelque part. Inquiète-toi pas, tu vas être en sécurité. Ils vont l'arrêter, puis ils vont s'occuper des autres, puis après ça, tu vas être correct. Ça a marché. À moi, dans ce sens-là, je pense que j'ai sauvé des vies. Il y en a un autre, un lendemain de Noël. Ils ont dit, Victor Lois, c'est le père d'un pompier. Sa femme est morte, il s'en est bien occupé. Mais il ne faut pas rester tout seul. Pas longtemps après, il y avait une blonde, pas mal plus jeune que lui. La famille l'a rejeté complètement, il ne parlait plus. Le lendemain de Noël, m'en voilà. Il broyait, il y avait tous les rideaux fermés, à noirceur. Il dit, écoute, là, ma carabine est au bout du corridor, puis chargée. Je m'en vais d'en finir. Je suis plus capable de vivre de même. Puis là, elle, la deuxième blonde, elle restait en haut. Il arrêtait de s'en va des vies, elle s'en va là, c'est une obsession. Je regarde des photos, je dis, ah, c'est lui, là? Oui. Bon. J'ai appelé sa famille. J'ai dit, occupez-vous de votre père avant qu'il soit trop tard. Ils l'ont sauvé. Il serait mort. Il se serait suicidé. La carabine était chargée. Je m'appelle, il y en a un autre. Marcel, il reste à 1 kilomètre dans le bois, en arrière de Méo. Ça fait 2 ans qu'il ne parle pas à ses fils. Ses sœurs sont mortes. Il a perdu sa job. Sa femme l'a laissé, il faut qu'il vende sa ferme. Il va pas bien. Puis lui, il a peut-être le cancer. Ben, je me suis rendu là. Là, il avait appelé un de ses fils. Bon, j'étais content. On parle, puis on a pleuré beaucoup ensemble. Bon, ben, je lui ai dit, écoute-moi bien, là. Ton fils, là, tu ne le quittes pas d'une semelle pendant 72 heures. Oh non, Marcel, je suis correct, il avait pleuré. Je disais, as-tu compris ce que j'ai dit, là? C'est ça. Le lendemain, son fils m'appelle et dit, il faut lui rentrer en ambulance, il s'en allait se suicider. Puis il a dit, en arrivant, il a dit, si Marcel n'était pas venu, tout était prêt, ma carabine était prête, puis moi j'étais prêt, je barrais la porte, puis je prenais le bois, je ne m'aurais jamais retrouvé. Puis rendu à l'hôpital, ils l'ont pogné par la queue de chemise, là. Il était au 3e étage, puis il était prêt à se jeter en bas. Merveilleux de faire des affaires de même, là. Un jeune pompier qui était beau comme un acteur de cinéma, qui faisait des haltères. Hein. Il était infirmier, 2 petits bébés, des beaux petits enfants. Sa femme de trompe, elle laisse. Il s'en va, puis il se pend au bout du camion échelle. C'est son chum à côté, qui est pompier, qui l'a détaché. Moi, j'arrive là, ça braille. Ça braille. Puis là, ils ont dit, il faut qu'on aille le dire à son frère qu'il laisse au bord du pont, 2 heures du matin. On a fait ça. Puis là, ben moi, là, faut faire ce débriefing avec les pompiers, là. Il y avait les municipalités ne sont pas équipées pour ça. On a fait ça dans le garage. On a sorti les camions.
on les aimait en rond. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui rentraient un coup de poing dans le mur, il y en a qui ont été à l'hôtel, ils sont saoulés, il y a eu diarrhée, ils ont vomi, mais ils ont parlé. C'est ça qui compte. Mais là, ses parents restent à Notre-Dame de la Paix. Faut que tu le dises. Puis son père est très cardiaque. Alors j'ai dit aux ambulanciers, on va dans tel rang, placez-vous au bout du rang. Au cas où. Mais ça a bien été. Il a fallu que je fasse les funérailles, hein. Des affaires comme ça. J'étais intervenu à bien des places comme ça, tout le temps. Ça a été un ministère extraordinaire. On ne peut pas s'imaginer. Et ça a été grâce par-dessus grâce. Je sentais que je faisais de quoi d'unique. Puis j'étais bien là-dedans. La pire affaire, c'est les policiers quand Guylaine s'est suicidée. C'est une policière que j'aimais beaucoup. 4 mois après son mariage, elle s'est tiré une balle dans la bouche. Mais elle avait vécu des choses épouvantables. Les policiers nous disaient, Marcel, quand tu étais jeune, là, ont été appelés chez eux la nuit. Ils pensaient qu'il y avait des animaux sauvages dans le conteneur. C'était Guylaine avec sa petite sœur qui se cachait parce que les parents étaient alcooliques puis se battaient. Après ça, elle répondait à Guérite, elle est devenue policière, au chef au poste de police. Ils répondent, ils ont trouvé une femme qui s'est suicidée. Elle répond, c'est ma mère. Après ça, elle s'occupait de sa petite sœur. Ils ont trouvé un corps décapité le long de la voie ferrée à Gatineau. Elle était là, mais ils n'ont pas trouvé la tête. Le lendemain, c'était sa sœur. Richard Godmer, les conteneurs, là, il l'a marié, il l'aimait. 4 mois après, ce suicide. Sais-tu qu'est-ce que c'est que d'aller consoler du monde quand tu as plus de peine que les autres? J'ai fait les funérailles. Moi, de moi, pas comment. J'ai fait pareil. Puis on a eu des ambulanciers qui sont suicidés. Des policiers qui sont suicidés, des pompiers qui sont suicidés. J'étais toujours là. Ben d'autres, là. Que j'oublie, ça serait trop long. Puis, j'étais pas un prêtre comme les autres. C'est bien clair. J'ai entendu des confessions debout à côté d'un camion incendie. J'ai combattu l'incendie. J'ai une photo ici qu'ils m'ont donné en cadeau, là, avec le gros 2,5 pouces après arrosé Canada Packers. J'étais pas là pour la parure, moi, là. Laisse-moi te dire que j'étais pas là pour la parure. Fait que j'ai fait de l'ambulance, autant comme autant. J'en ai fait de la patrouille autant comme autant. Puis j'intervenais pour aider les gens. Un soir, à Pointe-Gatineau, il y a un couple qui était dans une ruelle, là, dans le coin de la prostitution. Là. Donc, il y avait de la drogue là-dedans, toutes sortes d'affaires. La fille tombe à terre, puis le gars, il boute. Ben là, il se dépêche. Il l'a-tu tué, l'as-tu battu? Alors, moi, je me garoche à terre pour aider la fille. Il embarque le gars sur le siège de l'arrière avec moi. J'ai dit, t'es-tu parent avec un tel? Il dit, t'es qui, ta tabarnak? T'es-tu un arc? Le policier dit, non, c'est notre aumônier. Je connaissais un de ses frères. C'est une famille de 12 ou 14. La mère était alcoolique, le père aussi, ils l'ont trouvé qui flottait dans les rivière, en tout cas, pas qu'à d'affaires. Et puis, le fils que je connaissais, c'était un séducteur. Quand les secrétaires le voyaient arriver, il devenait folle, là. Il était fin, il n'était pas violent. Ça fait qu'il dit, oui, je le connaissais. Ah ben oui. Lui, à Saint-Pierre-de-Wakefield, sa blonde a décidé de le laisser. Il est parti après avec la hache. Elle s'est sauvée sur le grand chemin, il a coupé la tête. C'est une famille de même, là. C'est toutes sortes de problèmes. Moi, quand tu es élevé là-dedans, là, dire une affaire, tu s'en sors pas avec facilité, là. Mais c'était mon monde, ça. Il fallait bien répondre à ça, là. Puis là, on va te conter quelque chose qui va te faire rire. Monseigneur Proulx. Marcel, vu que tu présentes deux détenus au pape Jean-Paul II, au monastère, quand il vient à Hull, en 84. Je dis, OK, on fait ça démocratique. J'ai dit aux détenus, choisissez-vous 2 gars. Ils ont dit, on veut des roses blanches pour donner au pape. Trouver des roses blanches là, pour donner au pape en 84, là, quand Céline Dion est là pour chanter sur une colombe, là. J'ai fait les fleuristes, puis finalement, j'étais arrivé chez le fleuriste de mon enfance. C'était un gay.
mais c'était le thérapeute de tout le secteur. Il a aidé du monde toute sa vie, ce gars-là. Ben, c'est Marcel, il dit, je sais pas comment est-ce qu'on peut trouver ça. Il dit, as-tu une temps? J'ai dit oui. Il vient avec moi. Il m'amène au Centre national des arts. La venue du pape a coïncidé avec l'élection de Mulroney. Puis au Centre national des arts, je ne sais plus laquelle des pièces, il y avait un jubé. Il a volé des roses blanches au premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui était dans la rampe, avait tout été décoré. Il a volé les roses, puis il a fait 2 beaux bouquets de roses pour le pape que les détenus lui ont donnés. Les roses ont été regardées par la GRC avant. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a fait ça, toi? Et le sort a voulu que j'étais chez la caserne. Quelques années après, ils ont dit qu'il y a un mort dans une maison. Ça faisait 3 semaines qu'il était là, puis il avait commencé à être mangé par ses chiens. C'était le fleuriste. Puis c'est moi qui ai fait ses funérailles. Quand j'ai donné un chapelet qui avait été touché par le pape, là, cet homme-là, tu sais, à l'époque, là, qui était gay, puis il était ostracisé, si tu veux. Puis il a aidé tellement de monde, ce gars-là. Puis il s'occupait de ses parents jusqu'à sa mort. Là, tu passes au détecteur de mensonges avec Patrice Lécuyer. J'ai volé des roses au premier ministre du Canada, Brian Mulroney, que j'ai fait analyser par des policiers de la GRC, que j'ai remis à 2 policiers qui ont donné au pape, puis le fleuriste a été mangé par ses chiens après. Y a-t-il quelqu'un qui aurait cru ça? Il y a juste moi qui pouvais faire ça. J'ai l'impression. La police. Je te réveille bien que la police. Ils m'appellent. Ils me faisaient confiance, mais moi, je les aimais. Ils ont dit à Wrightville, c'est en ville, hein? La maison, c'est loin du chemin, c'est une vieille maison. Ils ont une femme qui est là, qui est barricadée. C'est une ancienne religieuse. Elle s'est faite un ami, mais c'est pas un ami. Là, il a dit, tu restes caché dans ta maison, tu laisses pas personne approcher. Puis il dit, je vais t'écrire une lettre de suicide. Puis je vais t'amener tous les médicaments pour ton suicide. Puis il dit, je vais aller t'amener au motel à Pointe-Gatineau, je me rappelle plus lequel, là. Puis il dit, tu vas te suicider, mais tu vas écrire ton testament, comme quoi tu donnes ton argent à mes 2 enfants. Puis dis-moi, dans 2 semaines après, je vais aller te trouver. Évidemment, c'était pas vrai, là. Fait que là, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle nous laisse pas approcher. Puis on sait pas quand il va arriver, lui, là. Ils peuvent pas être là 24 heures par jour. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est arrivé. J'ai appris tout de suite qu'elle avait une grande amie qui s'est donnée être la sœur du vicaire général. Ben, hey, j'appelle le vicaire général. J'ai dit, c'est urgent, faut que je parle, puis je rencontre l'ami de ta sœur, là. Ah, ben, il dit, on va voir à ça. Je dis, non. C'est pas on va voir à ça, là. C'est urgent, c'est tout de suite. Moi, je joue pas avec ça. C'est une question de vie ou de mort. Alors, elle s'est rendue tout de suite chez des policiers. Puis là, ben, on s'est dit, une femme en détresse, qui voit une femme, ça va lui faire moins peur. C'est son ami. Ça a marché. Elle était capable de reprocher, d'entrer dans la maison, puis ils ont aidé les policiers à faire ses bagages, puis à la cacher. Une autre chose qui a été bien précieuse, j'ai fait 10 ans au bras, à la maison de résidence pour sidéens. Puis à un moment donné, Paulette Achat dit, Marcel, elle dit, il y a une femme qui va mourir, là. Elle n'a plus de famille. Elle a un frère, mais elle sait pas où qu'il est. Puis tu sais quoi son nom? Elle dit Binette. Hein? Elle demande, dis donc, si elle a un frère qui s'appelle Philippe. Elle dit oui. Ben, je le connais très bien. C'est le petit baveux de la prison. J'appelle Jean Thériault. J'ai dit, il doit être encore en prison. Il dit oui. Il était à Bordeaux. Veux-tu le descendre ici pour des raisons humanitaires? Fait qu'elle était capable de voir son frère avant de partir. C'est merveilleux, cette affaire-là. C'est unique. Tu peux pas remplacer ça par rien. Fait que... Puis là, il y a une bitch qui est arrivée comme directrice à la Maison des Oliviers. Elle dit, rentre pas ici, c'est Québec laïque.
Je dirais à votre bitch de ma part, là, que s'il y a un malade qui demande pour rencontrer Marcel, l'aumônier, là, qu'elle essaye de m'empêcher de rentrer. L'article numéro 1 de la Charte des droits et libertés. Puis j'ai dit, sinon, elle va faire de la manchette, qu'elle s'y attende. Inquiète-toi pas, c'est serré de grain, la n'enfantienne, puis elle n'a jamais rien fait, là. Moi, j'étais de même, hein. À un moment donné, les détenus me disent, Marcel, pourquoi tu viens plus nous voir? Ben, vous m'écrivez pas. On t'écrit, tu réponds pas. J'apprends qu'il y a quelqu'un qui jette mes mémos. Ah! Alors, je m'envoie à Guérite où il y a plusieurs surveillants. Je dis, non. Il y en a un qui dit, Marcel, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que le détenu me dit, tu vas signer mon mémo, puis tu vas le donner, puis tu vas me donner une copie. Ben, j'ai dit, écoute bien, il y a quelqu'un qui jette mes mémos, puis qui dit au détenu que je ne veux pas y voir. Moi, je me défends. Alors, il donne le mémo, il signe, l'autre le jette, t'es dans la marde. Tabarnak de calice, ça s'est réglé dans 24 heures. Là, les mémos rentraient, mon gars, là, à quantité industrielle. Puis, je voulais te dire ça parce que tu es à Sainte-Maria-Goretti. Je pense bien qu'il n'y a qu'une paroisse de même qui m'a gardé pour 10 ans. C'est arrivé là d'un contexte bien pénible, par exemple. Mais j'ai aidé la paroisse à se libérer d'un fardeau, par contre. Ça, je suis très heureux de ça. C'est la seule place où on a eu une journée de prévention sur le suicide. C'est pas toutes les communautés qui étaient ouvertes à ça, là. Il était à 125. On a évité un suicide cette journée-là. Ça, il faut savoir ça, là. Alors, c'est merveilleux d'avoir fait une affaire comme ça. Après ça, j'ai emmené des détenus parler. Comme j'ai emmené des détenus faire une journée de cabane à sucre chez M. Bellil à Saint-Six. Ça s'était jamais vu, ça. Puis la communauté a été très accueillante pour toutes les personnes que j'ai amenées là pour parler. J'ai des communautés qui n'auraient pas été à l'aise avec ça, là. Fait que quand tu dis qu'un gay pour parler, oui, là, aujourd'hui, c'est correct. Bon, ça fait que... Et le plus beau projet, à mon avis, c'est quand des chevaliers de colons de Sainte-Maria avec Saint-Jean-Bosco, je leur ai demandé de se mettre ensemble. Ça s'était jamais vu. La maison des Oliviers qui accueillait les malades du sida ont eu une subvention pour remplacer toutes les fenêtres de la maison. C'était énorme, là. Les deux conseils sont ensemble, puis ils ont tous remplacé les fenêtres de la maison. Ça aurait coûté des milliers de dollars, là. C'est comme là, les chevaliers de colons qui ont fait ça. Viens me dire, là, les évêques, là, que les chevaliers de colons sont dépassés. Donne-les des projets qui ont de l'allure, tu vas voir qu'il y en a eux autres aussi. Puis ils ont fait ça. Puis il y en a un, Roger Ménard, qui est de Hall, mon ami, qui est pompier, là, il a travaillé là 3 mois de temps à faire du bénévolat, à réparer des choses dans la maison. Hey! C'est quelque chose, ça, là. Moi, j'appelle ça des affaires prophétiques. Ça fait que Sainte-Maria-Goretti, ça a été des belles expériences. On a commencé une pastorale sociale. Sylvain qui a rencontré les gens en bas, là, puis combien de choses, puis après ça, un centre de counseling. Si jamais tu voyais ça nulle part, là, ben oui, mais ouvrez-vous. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. On avait eu le petit détenu, là. Ça, Sainte-Maria, je pense que oui. Il y avait toute la veille vitro. Puis il avait travaillé, puis il était fin. Puis quand il a eu fini, je recommence, il dit, je suis pas content de ma job. Ben, je dis, non, voyons donc. Il dit, non, il les a toutes refaites. Il était bon, je l'ai présenté avec sa petite fille à la messe du dimanche. Il était fier, il était content de ça, tu sais. Puis il y a la famille qui ont aidé, là, le père pédophile, là. Ils ont aidé la famille, là. Lui, il guérira pas. Mais le temps qu'on s'est occupé d'eux autres, il n'y a pas une autre communauté qui a fait ça, là. Comprends-tu? Ça a été bien des affaires. J'ai été avocat à la Conférence des évêques du Canada pendant 6 ans. J'ai été impliqué avec les Sœurs de la Miséricorde, là, au bas de la traque, là. Ils se réveillaient avec les femmes poquées. Prostitution, la drogue, l'agu, etc. J'allais parler avec les autres, les rencontrais, s'ils avaient besoin de parler. Je faisais ça. J'étais très heureux. Je l'ai fait plusieurs années. En tout cas, ça a été... quelle belle vie. Et je dis ça à mes amis, ma famille, peu importe qui va écouter ça un jour, là. Je ne pouvais pas être plus heureux
que je l'ai été. Et comme un peu Édith Piaf avait dit, moi, tu as 47 ans, mais j'ai vécu 2 fois. J'en ai 94. Alors, c'est un petit peu ça. Et j'ai toujours été très heureux. Sauf quand l'évêque me donnait de la misère, j'ai été obligé de vendre ma maison, mettre mes meubles en storage. La communauté d'Annie m'a accueilli sur les fermes pendant 4 mois. Il m'a envoyé sur l'assurance chômage, il m'a humilié. Ça a été effrayant. Mais Dieu était là. Il m'a protégé. Il a mis du monde sur ma route. Puis il m'a donné les forces. Je l'ai fait. C'est correct. Que les autres répondent de leurs actes, ça ne me regarde pas. Mais, dans l'Église, on dit des belles affaires. On a bien de la misère à tolérer la différence. Surtout quand ça touche des gens qui vivent en marge de la société. Bien de la misère. Si on a un évêque, c'est là. Je pense qu'il n'a jamais été voir un itinérant de sa vie. Par les temps qui courent. Les inondations, la tornade. Je ne sais pas s'il est allé voir quelqu'un. Mais on peut mettre de quoi quand ça va dans les journaux, là, ça paraît bien. Je m'excuse d'être dur, mais c'est comme ça. J'ai aidé des gens de façon ponctuelle. Ça a l'air de rien, mais ça a évité bien des affaires. Il y avait un gars que je connaissais, il vendait des poules, puis moi, j'achetais toujours des poules, là. Puis il était gay. Puis il travaillait dans une manufacture de portes et fenêtres. Puis il m'appelle. Sa maison était à 100 pieds du chemin. Il était très, 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 très inquiet. Il dit, il y a 2 gars qui sont arrivés en avant de la maison, puis il dit, ils ont mis dans ma boîte aux lettres une lettre. Et c'était écrit dedans, je te donne 3 jours pour me donner 50 000 $ en argent comptant. Sinon, je vais dire à la police que tu m'as agressé sexuellement au travail, puis tu vas faire de la prison. Moi, je suis habitué dans ces affaires-là. Hein? Alors, j'ai dit, est-ce que tu as eu des relations sexuelles avec? Il dit, non, Marcel, jamais. J'ai pour principe de jamais toucher à quelqu'un sur mon milieu de travail. Bon, ben, je connaissais le gars. Il venait d'un milieu pénible. Son père avait tué sa blonde, il s'était suicidé, puis il avait blessé 2 policiers. Il était resté marqué, j'imagine, par ça. Alors, j'ai dit, bon, ben là, tu n'as pas touché. Non. C'est des adultes, de toute façon. Fait que là, j'ai dit, tu vas appeler la police immédiatement. C'est une urgence. Puis tu vas leur présenter la lettre. Puis ce gars-là, c'est 10 ans de peine minimum pour une affaire de même, là. Ça fait que la police l'a rencontré, puis ils l'ont arrêté tout de suite de faire ça. Moi, quand je parlais, là, je parlais pour qu'on me comprenne. Il y a un de mes amis, il était gay, mais il était pas juste gay. Il avait des problèmes de comportement. Si j'avais été une femme, il aurait été ce qu'on appelle un nymphomane. Je m'inquiétais pour lui depuis très longtemps parce que c'était au plus fort du sida. Puis lui, il pouvait pas se contrôler. Alors, puis il se protégeait pas. Une fois qu'il avait essayé de se suicider, une autre fois, il est venu me trouver le matin à ma maison. Il s'était fait battre dans un pack gay. Puis, j'avais été avec lui, il a acheté du maquillage pour pas que ça paraisse. Il devait rencontrer des gens dans la journée. C'est un prêtre. L'évêque, il parlait plus depuis un bon bout de temps. J'apprends que mon ami est hospitalisé. Je savais pas où il était. Je ne pouvais pas le trouver. Fait que j'ai appelé l'évêque, je l'ai rencontré. J'ai dit, il est hospitalisé. Quoi? Ben, j'ai dit, hey, un gars de 44 ans, là, qui est hospitalisé en plein milieu de l'été au mois de juillet, pour 6 semaines pour une pneumonie, trouvez-vous ça normal? Non, ben, j'ai dit, moi, vous le dire, moi. J'ai très peur qu'il soit atteint du sida. Quoi? J'ai dit, ça fait des années que je m'inquiète pour lui. L'important, c'est pas quoi. C'est qu'on le trouve puis qu'on y aide s'il y a ça, puis même s'il l'a pas. Faut s'en occuper. Je l'ai trouvé, moi. Je me suis rendu à l'hôpital. On a pleuré abondamment. Puis il m'a dit, j'ai le sida. J'ai dit, c'est ça que je craignais le plus. J'ai dit, bon. Alors j'ai dit, je vais être avec toi tout le temps jusqu'à la fin.
il n'y aura pas de problème pour ça. Il dit, pourrais-tu me trouver de la documentation sur Saint-Louis de Gonzague? On va dire que c'est une affaire, là. Saint-Louis de Gonzague, dans l'Église catholique, là. C'est loin pour bien du monde, là. Ça fait que j'ai été parler à l'évêque, il n'y avait rien. J'ai appelé le servante de Jésus-Marie, ils n'ont pas trouvé. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, là. Fait que, qu'est-ce que tu veux? On faisait ce qu'on pouvait. Puis moi, ben, comme j'étais un ramasseux, mes amis étudiaient pour devenir prêtres. Entre autres, Maurice Gagnon, chez les Eudistes à Touraine. Puis les Eudistes avaient jeté quasiment toute leur bibliothèque dans le ravin. Puis il y avait neigé dessus. J'ai pris des sacs, puis j'ai été dans le ravin avec Marcel Parent, mon ami qui s'est suicidé pas longtemps après. Et j'ai dit, on a ramassé des sacs de livres. J'ai amené ça chez nous. J'ai mis ça dans ma bibliothèque. Il y en avait 400 tout de bain. Il y en avait un bout du paquet, là. J'ai oublié ça, moi, là, pendant des années. Fait que ce soir-là, j'ai été assis sur le divan, puis je regardais la télévision, puis tout d'un coup, je m'en vais fouiller dans la bibliothèque. Je sais pas pourquoi. Je découvre que j'avais ramassé une collection de livres, de 12 livres. Un livre par mois pour toute la vie des saints. Hey! C'est une coïncidence, ça? Saint-Louis de Gonzague était là-dedans, il y avait 3 pages. 3 pleines pages. Alors, j'ai pris des photocopies de ça. Le lendemain, j'étais allé mettre ça sur mon chum. J'ai dit, qu'un, je l'ai trouvé. Puis j'ai dit, écoute, parce qu'il avait dit, on veut qu'il soit reconnu comme le patron des Sidéens, parce qu'il a travaillé toute sa vie avec des pestiférés. Puis, il y a 25 ans, là, au Québec puis ailleurs, on comparait les Sidéens à des pestiférés. À cause de la peur, à cause de tout ce qu'il y avait autour de ça. Et puis, il dit, on veut que lui soit nommé patron des Sidéens. J'ai dit, je veux que tu saches une chose aussi. J'ai dit, il a été impliqué toute sa vie dans la paroisse Notre-Dame de Lorette, en France, je pense. J'ai dit, Paul était curé de Notre-Dame de Lorette. Alors, j'ai laissé ça sur lui. Ta famille s'en vient pour te lire ça. Puis il est mort d'ennui. Ça a été une des choses qui m'a touché le plus profondément dans ma vie, parce que c'est évident qu'il y a une intervention. C'est évident. C'est des expériences parce que tu t'attends pas à vivre ça. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Et tu peux pas t'imaginer autrement que Dieu n'est pas là. C'est tellement clair pour moi. Tellement clair pour moi, cette affaire-là. Une belle vie, hein? Une belle vie. J'ai aidé de mes confrères comme personne d'autre n'a pu le faire. Ben, je pense que c'est parce qu'ils savaient que j'étais travailleur social, puis j'étais comme j'étais. Ils me faisaient confiance. Ah, c'est ça. C'est un peu le résumé de ma vie. J'étais là, tu sais, là, pour m'occuper de toutes ces affaires-là, puis ces gens-là. Et puis, leur apporter de l'espérance. Hein.